Tout commence dans le jeu, au plus profond d'une forêt de Woolbury. Il y a un type debout là, avec du sang sur le visage, et devant lui, toute une armée, même une fille assise sur un trône. L'homme à côté d'elle veut savoir, qu'est-ce qu'on fait? On a tout essayé, et il ne s'est toujours pas montré. Elle réfléchit un instant puis donne l'ordre, tuez-le. C'est alors que le gros bras en chemise s'avance pour frapper avec une hache. On dirait que le type ne va pas riposter jusqu'à ce qu'une silhouette aux cheveux blancs apparaisse soudainement des bois et porte un coup net. Les personnes qui ont été renversées acclament, l'arrivée de Harkon, et le reste des soldats crient de le tuer. J'essaie de l'attaquer en groupe, mais ensuite il lance ce regard perçant et brillant, et vous savez déjà ce que cela signifie. Tout le monde est abattu, s'effondrant mort au sol. Il demande encore, vous pensez que vous attaquer à moi tous en même temps va faire une différence? Même avec tout le monde ici ensemble, pouvez-vous m'arrêter? C'est vrai. Je m'appelle Harkon. Dans le jeu, il l'appelle le tueur de héros. Les gens derrière lui commencent à s'excuser, désolé, Harkon. C'est entièrement de notre faute. On ne pensait pas que ces salauds piégeraient tout le monde ici. Mais Harkon dit que tout va bien. Pas besoin de stresser. Il tend la main et lui dit qu'il est temps de se relever. Le type a les larmes aux yeux rien qu'en entendant son nom, mais Harkon lui dit que tout va bien. C'est aussi sa faute, au final. Et puis il y a cette pathétique excuse de méchant qu'il acclame toujours, mais qui n'est jamais assez bon pour le battre. Il la regarde avec colère, la traite d'idiote, et elle se contente de le regarder en retour. Mec, je te jure, je déteste les jolies méchantes. Sérieusement, pourquoi ne peut-il jamais y en avoir une lettre juste pour que je puisse dire, fini là? Mais maintenant, le cerveau du type fonctionne de manière étrange. Même quand la fille est la méchante, juste parce qu'elle est jolie, il ne veut pas la blesser. Elle se lève en disant que leur petite amitié est touchante et tout, mais pourquoi agissait-il de manière si sentimentale? Même si un tas d'ordures s'associaient, cela ne ferait aucune différence. Elle s'appelle CR, et dans la vraie vie, le nom de ce salaud est Chisialium, la reine du tonnerre. Mais Harkon lui dit que chaque fois que quelqu'un essaie de le tuer, c'est toujours la même chose. Ils sont humiliés et jetés comme des ordures, et elle ne fait pas exception. CR l'avertit qu'il va regretter tout ce qu'il vient de dire, mais il montre calmement sa montre et active un emplacement. Un masque et une épée apparaissent. C'est quoi ce bordel? Le type vient d'équiper l'ensemble légendaire plus 99, mais soyons honnêtes, ce masque est toujours ringard. Mec, c'est presque impossible de mettre un masque sur un personnage et de ne pas avoir l'air ringard. C'est comme un défi. Personne ne peut gagner. Il pointe son épée et lui dit qu'il a entendu le même discours tellement de fois auparavant. Sarah craque, le traite de salaud arrogant et donne l'ordre de le tuer. Il sourit juste, disant qu'elle n'a toujours pas appris que c'est impossible. Mais alors, boum, il se fait poignarder dans le dos. Classique. Ses soi-disant amis le trahissent et portent le coup. Ses PV chutent rapidement et il peut à peine bouger. Il tombe au sol comme une ordure, essayant de comprendre ce qui vient de se passer. Les amis, entre guillemets, lui disent qu'ils sont désolés. Nous devons tous gagner de l'argent aussi, disent-ils. L'un d'eux le supplie de ne pas les détester, disant que c'était la meilleure option. Bien sûr, Urquin se retourne sous le choc, et maintenant cette satanée voyante rit en plein visage. D'accord. Maintenant, je me fiche de sa beauté. Je veux juste voir ce coup tranché. Elle s'approche, le traitant d'idiot. Il a en fait choisi l'amitié plutôt que l'argent. Et maintenant, elle dit qu'il est temps pour lui d'être supprimé du jeu. Sacrée sorcière, debout là sous la lumière du soleil, se moquant de lui, disant qu'à partir de maintenant, chaque fois qu'il se connectera, il ne pourra faire aucun progrès. Ils garderont son corps piégé là et le tueront à chaque fois. Même quelqu'un comme lui qui est incroyablement expérimenté dans le jeu ne pourra pas s'échapper, et elle sait très bien que dans la vraie vie, il n'a rien. Ce jeu est tout ce qu'il a, ce qui signifie que le perdre signifie tout perdre, redevenir un parfait inconnu. Erquin essaie de se lever et de se battre, mais il n'a plus de PV. Le sang coule, mec, ils l'ont déjà poignardé dans la poitrine, mais maintenant le bras, l'autre bras, l'estomac, allez. Et cette femme perverse a encore le culot de dire merci. Ces types, ils sont juste comme moi, ont trahi leur pote juste à cause d'elle. Ce sont des ordures. Je retire tous les compliments que j'ai jamais faits. Arquin est toujours là, tenant à peine le coup. Pourquoi tu me fais ça? Il demande. J'ai tellement fait pour notre guilde. Son visage est détruit, mais tout ce qu'il demande maintenant, c'est d'en finir. Ils avaient mal aussi, de devoir le faire. Mais quelqu'un leur a offert des centaines de millions pour tuer le type. Comment pouvait-il dire non? Notre protagoniste n'arrive pas à y croire. Tout ça pour de l'argent? Ils n'ont aucune idée de tout ce qu'il a déjà fait pour eux, valant plus que n'importe quelle fortune. Il s'appelait autrefois famille. Alors qu'il sombre dans l'inconscience, tout ce qu'il peut voir, ce sont leurs visages froids qui le regardent en retour. Ensuite, le système commence à inonder l'écran de messages, vous êtes mort. Avertissement, vous ne pouvez pas jouer pendant les prochaines 48 heures. Il se réveille à l'intérieur de sa capsule dans sa chambre, et, ouais, il est foutu. D'une manière ou d'une autre, il a vraiment tout perdu dans le jeu. Ce doit être l'un de ces jeux hardcore, vous mourrez, vous perdez tout. Le jeu s'appelle Warlord. Dès son lancement, il a explosé dans le monde entier. Un jeu avec l'IA et le potentiel de gagner des sommes d'argent folles. Partout dans le monde,
s'il y avait une chose dans laquelle il était bon, c'était de jouer à ce jeu. Dans la vraie vie, les gens l'ont toujours traité d'ordure. Mais il y avait un type qui l'a vu tuer un gobelin et a posé des questions sur son niveau. Le mec était fort. Il a tendu la main et a demandé si Erken voulait créer une guilde, a dit qu'ils pourraient travailler ensemble et grandir. Erken a regardé ce monde et a vu le seul endroit où il appartenait vraiment. Mais maintenant, madame, il dit qu'il n'y a aucune chance qu'il pardonne à ces salauds, attrape sa veste, sort de la maison en trombe, criant qu'il va les retrouver dans la vraie vie et les tuer jusqu'au dernier. L'arc de la vengeance a déjà commencé. Évidemment, ça essaie juste d'appeler tout le monde. Personne ne répond. Il marmonne qu'il est hors de question que ces salauds méritent de vivre une bonne vie après ce qu'ils lui ont fait. Et voilà, le feu rouge, le camion, les phares aveuglants, la scène classique que vous connaissez déjà. C'est exact, mesdames et messieurs. C'est lui, monsieur Camion Connard, qui achève notre garçon. Et pas n'importe quel camion, un camion poubelle, mais bon sang, quelle honte. Quelle façon humiliante de mourir. Allongé là, en train de se vider de son sang, il jette un coup d'œil et voit son téléphone toujours au sol, l'appel échouant, lui disant que le numéro ne peut être joint. Et tout ce à quoi il peut penser, c'est, parmi tous les camions du monde, pourquoi fallait-il que ce soit un camion poubelle? Le visage contre le pavé, il gémit que non, il ne peut pas mourir comme ça. Pas maintenant. Pas après avoir été trahi comme ça. Pas avant de se venger de ces traîtres et de cette maudite femme. Puis soudain, cet éclair de lumière classique. Un écran système apparaît, connexion, vérification de la progression du joueur. Bienvenue, Erken. Terminez le tutoriel et survivez au labyrinthe du Minotaure. Tout de suite, Erken sait que c'est Warlord, mais c'est une mission de tutoriel. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un à proximité l'appelle en criant au nouveau de se réveiller et de se concentrer. Ils ont un Minotaure à tuer. Plusieurs joueurs étaient déjà morts, et clairement, ce défi était pratiquement impossible. Erken se lève et se demande à voix haute pourquoi le Minotaure est même ici dans le tutoriel. Cette chose a été supprimée il y a des années parce qu'elle était bien trop difficile. Son coéquipier le regarde confus et lui demande de quoi il parle. Warlord n'a été lancé qu'il y a 10 mois, et ça frappe Erken comme un camion encore une fois. Il n'arrête pas de se répéter, dis-moi, 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 tout en attrapant son épée. Les autres joueurs essaient de former un plan, parlant de signaux et de timing, mais ils remarquent alors qu'Erken charge déjà en avant, courant droit dans le combat. Il crie, demandant si le type est fou. Quoi? Tu essaies de mourir ou quoi? Le Minotaure balance la hache, mais juste à ce moment-là, avec un simple coup d'œil sur le côté et une série de coups parfaits, Erken le découpe. La bête s'effondre instantanément. Le reste des joueurs est stupéfait. Qui est ce type? Comment tu tues ce monstre en une seule attaque? Ils s'approchent de lui, impressionnés, et disent, mec, tu as un vrai talent. Je n'offre généralement pas ça à n'importe qui, mais pourquoi tu ne rejoins pas ma guilde? Bien sûr, Erken n'est même pas un peu excité. Il se lève et dit qu'il a pris une décision il n'y a pas longtemps. Il demande quelle décision, et il en tranche un à travers la poitrine. Juste comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Il leur dit directement qu'il ne fait confiance à personne dans cette vie. Plus maintenant. À partir de maintenant, il va faire cavalier seul. Le tueur de héros, Erken, était de retour. Il sort de la capsule VR, et quand il regarde autour de lui, il réalise qu'il est dans une sorte de café de jeu ou d'exposition. Je ne sais pas pourquoi, mais j'adore ce genre d'histoire, celle où le monde virtuel se connecte au monde réel, où l'argent que vous gagnez en ligne affecte réellement votre vie réelle. Je ne sais pas. Ça frappe juste différemment. Et c'est alors que Erken se souvient. Il y a 5 ans, il était pauvre comme Job, fauché, ruiné, complètement foutu. La seule façon pour lui de jouer à l'époque était de venir dans ses boutiques, ce qui prouve juste que, il était vraiment revenu en arrière. Et maintenant, le type est concentré au laser. Il laisse tomber le casque et sort en trompe de la porte comme un homme en mission. Il a 5 ans de connaissance de l'avenir. S'il utilise ça correctement, sa vengeance est garantie. Tout de suite, il claque sa carte de crédit et dit, je veux que le modèle V soit livré à mon domicile. Maintenant, le type du comptoir dit, bien sûr. Mais, Jean, comment il va payer? N'était-il pas fauché? Elle l'interpelle littéralement. Tu n'as pas d'argent. Espèce de loser fauché. L'expression sur son visage en dit long. Il a couru tout ce chemin juste pour découvrir l'évidence. Puis il se frappe le front, se souvenant de la vie qu'il menait auparavant. Bien sûr, il n'avait pas d'argent. S'il en avait, pourquoi jouerait-il dans un endroit comme ça? Alors maintenant, la question est, qu'est-ce qu'il va faire ensuite? Mais maintenant, le problème est qu'il a la connaissance, mais pas de capsule pour jouer. Et plus il perd de temps, plus il va prendre du retard. Et puis soudain, une voix résonne dans la pièce, lui demandant ce qu'il attend. C'est elle, CR, disant que les forts ne craignent pas les défis, et que l'hésitation est un luxe non autorisé au combat. Il devrait s'élever au-dessus de la peur et devenir de véritables seigneurs de guerre. Classé numéro 1 mondial, la reine du tonnerre CR. Attends. Tiens bon. Elle est au sommet depuis le début? Bien sûr, il faut que ce soit cette femme misérable ou ce garçon qu'il a plus envie de tuer que tout. Juste à ce moment-là, il se tourne et dit qu'elle a raison. Ce n'est pas le moment d'hésiter. Coupé à lui de retour à la maison,
la capsule est déjà là. Le technicien qui l'a installé dit que tout est installé, prêt à fonctionner, et qu'il s'en va. Comment notre garçon a-t-il eu l'argent? Évidemment, comme le ferait toute personne honnête, auprès d'un usurier. Mieux encore, c'est un usurier qui s'adresse spécifiquement aux joueurs qui veulent des capsules VR. Le type le moins suspect au monde est juste là, disant que si c'est 10 millions dont tu as besoin, je t'ai. Bien sûr, il plante toujours un couteau entre les doigts de Urquin et l'avertit. S'il ne rembourse pas, la vie va se transformer en un enfer vivant. Pourtant, Urquin accepte l'accord. Il est prêt à traverser l'enfer si c'est ce qu'il faut pour se venger de ces salauds. Il se connecte immédiatement, et le système commence à identifier l'utilisateur. Confirmé. Erken, bienvenue dans le monde de Warlord. Maintenant que j'y pense, ce type ressemble vraiment à Jack Frost du film Disney, le type de la glace. Il se tient là à attendre. Ça fait un moment, mais elle devrait bientôt arriver. Si je me souviens bien, elle s'appelait Aerie. Et boum, la voilà, la déesse elle-même. L'apparence des femmes dans cette histoire est vraiment quelque chose. Elle a ce look légèrement démoniaque. Elle se présente comme Ariadne et dit qu'elle va l'aider dans sa carrière. C'est probablement le nom à consonance brésilienne que j'ai jamais vu dans un trou d'hommes. Mais bon, on va faire avec. Elle tend les mains et dit à l'aventurier de choisir l'une des classes de départ. Il a le choix entre trois. D'abord, le guerrier. Ce sont des combattants de première ligne, une classe pour ceux qui aiment l'action. Erken sait que les guerriers sont solides. Il en a déjà joué, mais le problème est qu'ils ne sont pas géniaux pour les joueurs solo. Elle commence à expliquer la classe de Claire, mais il dit immédiatement, passe. Hors de question qu'il s'inscrive pour aider qui que ce soit d'autre. Elle répond, d'accord. Assez juste. Il n'en reste qu'une alors. Elle lui souhaite une aventure amusante. Alors, qu'est-ce qu'il reste? Probablement mage. Non, ça ne montre même pas le choix à l'écran, apparemment. Mais je suppose que c'est ce qu'il reste. On dirait bien, car la chose suivante qu'on sait, c'est qu'il y a un vieil homme flottant sur un livre accueillant le jeune chercheur de connaissances. Il s'appelle Galco, et il est là pour le guider sur le chemin de la magie. Le vieil homme commence à expliquer les types de magie, mais Arkin l'interrompt immédiatement. Il veut apprendre la magie noire. Ça ne plaît clairement pas. Galco lui dit qu'il a du mal à entendre. Tu veux dire la magie de la Terre? Non, ça doit être ça. Mais Archon insiste sur le fait qu'il est là pour la magie noire. Galco l'avertit, tu ferais mieux d'y réfléchir à 2 fois, gamin. La magie noire est puissante, certes, mais elle te déchirera l'âme. Urquin ne bronche même pas. Il dit qu'il comprend les risques et qu'il veut juste apprendre déjà. Il sait. C'est exactement ce dont il a besoin. Tout de suite, le vieil homme change. Son visage se tord et se transforme en squelette. Très bien alors, dit-il. Il y a longtemps que je n'ai pas vu quelqu'un choisir cette voie. S'il est vraiment prêt, il n'a qu'à poser sa main sur le livre de compétences. Mais encore une fois, le squelette l'avertit, choisis bien. Ce chemin n'est pas facile. Avant même qu'il ait pu terminer sa phrase, Arkin claque sa main. Le squelette rit. Oh, ça va être amusant. Et, mec, quand j'ai dit que ça me rappelait Solo Leveling, je ne pensais pas que ça me rappellerait autant. Selon les propres mots de Archon, dans ma vie passée, j'ai regardé une vidéo d'un joueur nécromancien qui pouvait vaincre des boss en solo. Et en ce moment, pour quelqu'un qui a décidé de se venger tout seul, c'est exactement le genre de pouvoir dont il a besoin. Et juste comme ça, mec, il est officiellement un nécromancien. Titre, nécromancien inné. Compétence débloquée, fragment de squelette. Il l'active tout de suite, et un petit crâne apparaît dans sa main. Il le laisse tomber au sol, et les os commencent à consommer du mana, se formant et se reconstruisant lentement juste devant lui. Sa première invocation, un succès. J'aime bien cette partie, honnêtement. Genre, il fabrique le petit squelette, lui donne du mana, et boum. Il se transforme en une grosse brute osseuse. Erko dit immédiatement qu'il est temps de commencer à monter de niveau. Il veut savoir où est le donjon d'entraînement, mais il entend un bruit derrière lui, se retourne, et la tête du squelette est déjà tombée. Il se tient là à se demander comment diable le squelette s'est déjà cassé. Traversant un portail avec une main sur le visage, il réalise que, ouais, cette classe ne sera pas facile à farmer. Les squelettes de cette vidéo ont l'air terrifiants. Pourquoi le sien ressemble-t-il à un copain de dessin animé souriant? Il vérifie sa liste de compétences et il le voit. Maîtrise. Rang F. Pour l'instant, la seule chose qu'il peut invoquer, c'est un simple guerrier squelettique. Il comprend immédiatement qu'il est limité parce que sa maîtrise est si faible, ce qui signifie qu'il est temps de farmer. Entendant des grognements derrière lui, il aperçoit une meute de loups qui approche. Ce sont des monstres d'entraînement appelés loups de charbon. Ils sont censés être faibles. Pour Archon, c'est la cible parfaite pour tester son nouveau squelette et voir ce qu'il peut faire. Il invoque à nouveau et envoie le garçon osseux chargé vers les loups. Dès qu'il détecte un ennemi, le squelette passe en mode combat et pousse un rugissement. Attends, comment un squelette peut-il même rugir? Il n'a pas de poumons. Mais bon, c'est un squelette, mec. Si tu veux faire entrer la logique en jeu, il ne devrait même pas pouvoir bouger sans muscles. Alors, peu importe. Les loups commencent à reculer, et Urquin donne l'ordre d'attaquer. Le type osseux charge, et, pas mal. Il se débrouille mieux que prévu. À ce rythme,
Urquin se dit qu'il va monter de niveau en un rien de temps. Mais, bien sûr, la réalité frappe. Son squelette est complètement anéanti en un seul coup. Juste pouf, disparu. Et le voilà, à se demander comment la seule compétence qu'il a reçue ne peut même pas gérer le monstre le plus faible du jeu. Le petit squelette tombe en morceaux à ses pieds comme un triste chiot, et maintenant Archon n'est pas amusé. Il fixe le système, certain que quelque chose ne va pas. Puis il le voit. Il aurait pu choisir entre le mode attaque, le mode défense ou le mode spécial. Alors il le ressuscite, cette fois en sélectionnant le mode défense. Le problème est que les loups sont déjà en train de s'amuser comme des fous à jouer à rapporter les os. Le pauvre squelette n'arrive même pas à prendre forme correctement. Alors Archon passe en mode spécial juste pour voir ce que ça fait, et le squelette se met à faire des émotes de Fortnite, à danser. À ce moment-là, il réalise que la vidéo qu'il a regardée devait être un piège total. Il a choisi la pire classe possible. Tout son plan de vengeance s'effondre. Le gamin est tellement désespéré qu'il essaie même de supprimer son compte. Mais le système dit que les comptes de moins de 3 mois ne peuvent pas être supprimés, ce qui signifie qu'il ne peut pas changer de classe, ne peut pas échanger de personnage, ne peut pas redémarrer. Et en plus de ça, il a des problèmes de long requin à gérer. À ce stade, il est prêt à se faire renverser par un autre camion et à recommencer sa vie. Pourquoi rien ne se passe jamais bien pour ce type? Il pensait vraiment que les choses allaient enfin s'aligner, mais ce putain de crâne d'os est totalement inutile. Il est juste là à lancer de petits coups de poing. Il lui dit d'arrêter de bouger déjà. Le son le rend fou. C'est alors qu'il se souvient soudainement de quelque chose dans cette information système. Une créature invoquée est équipée d'un système d'apprentissage de combat avancé. Il se souvient que lorsqu'il attaquait ses loups plus tôt, son squelette était littéralement juste là, tenant sa propre tête, le regardant, apprenant probablement ses mouvements. Juste à ce moment-là, il se lève et dit, « Cette putain de chose a de la chance de m'avoir comme professeur. Ça n'en a peut-être pas l'air, mais beaucoup de gens l'ont déjà traité de génie. Même son ancienne guilde, c'est lui qui a formé la plupart des joueurs les mieux classés. La première chose que le squelette devait apprendre était ça au combat. Si tu ne te protèges pas, tu meurs, et boum. Il prend un coup de poing directement au visage et s'envole sur le dos. Mais le petit se relève tout joyeux, prêt à en prendre un autre en pleine mâchoire, et se fait à nouveau claquer contre le mur. Erken lui crie d'arrêter d'agir comme un idiot et de rester là à se faire frapper. Si tu vas encaisser l'attaque, tu pourrais aussi bien penser à une contre-attaque ou quelque chose. Tu ne peux pas rester là à encaisser les coups. Il demande si le squelette comprend. Il s'essuie le visage, reprend sa position et se prépare. Coupe à un autre combat. Cette fois, ils sont de retour contre les loups. Mais maintenant, le squelette s'accroupit, esquive une attaque et tranche l'un sous la gorge et l'autre dans le ventre. Non seulement ce type est un nécromancien, mais il s'avère que c'est aussi un entraîneur de monstres, mec. Et maintenant, le squelette est là tout étincelant, le regardant comme un chiot fier. Erken lui dit d'arrêter avec ce regard. Ils sont toujours au combat. Pas le temps pour les distractions. Mais il admet que le dernier mouvement n'était pas mal du tout. La maîtrise du fragment de squelette a augmenté. Ce message apparaît 3 fois, et ils brillent tous les deux en or. Erken dit que tu as réussi le test juste au moment où il monte de niveau. Ensuite, la scène se déplace au château de Figu dans la zone des débutants. Alors qu'ils traversent les rues, les joueurs discutent de l'adhésion à des guildes, s'appellent famille, forment des groupes pour chasser dans la forêt d'araignées, tout ce brouhaha du début du jeu. Archon se promène, pensant que ça valait peut-être vraiment la peine d'apprendre à ce squelette à se battre. Il ne tarderait pas à vider les donjons en solo, mais le vrai défi commence maintenant, atteindre le niveau 10. Soudain, cependant, quelque chose le prend au dépourvu. Un type grassouillet lui attrape le bras et exige de savoir s'il ne va pas s'excuser de l'avoir bousculé. Erkin réalise instantanément qu'il a affaire à des voyous de bas niveau. Les types hurlent et parlent fort, mais il les ignore, se demandant s'il ne devrait pas simplement les éliminer déjà. L'un d'eux se met en colère quand Erkin soupire au milieu de la conversation et s'apprête à le frapper. Mais sorti de nulle part, ce type blond bronzé apparaît et bloque l'attaque. Dit, juste parce que le gamin t'a bousculé, ça ne veut pas dire que tu peux aller frapper les gens. L'ambiance solo de ce mec me rappelle ce type américain qui se présente tout musclé et prêt. Le voyou demande si Blondie est avec Erkin, et il dit non. Mais à en juger par le visage d'Erkin, ce type n'est pas une blague. Ses bras sont gonflés de veines, et il a cette énergie cool bizarre. Ce bâtard n'est autre que Chèvre le Slayer. Ça sonne un peu mexicain, n'est-ce pas? C'est l'un des joueurs de classe guerrier les mieux classés. Erkin n'a aucune idée de ce que ce type fait ici. Il essaie de dire quelque chose, mais le voyou crache par terre et dit à Chèvre de bouger s'il n'est pas avec le gamin parce qu'ils ont des affaires à terminer. Chèvre ne semble pas intéressé le moins du monde. Il déchaîne juste son aura, et instantanément, le type grassouillet, même Arkin, se met à trembler. Archon n'a pas encore de stats après tout. Chub dit qu'il devra se venger parce que le type vient de frapper sa paume. L'un des spires derrière le gros type lâche soudainement, « Attends, c'est Chub le Slayer, maître de guilde Red Bull. C'est l'une des 30 meilleures guildes. D'accord. Le top 30 n'est pas si impressionnant, mais il est bien connu pour être accro au combat. Quelqu'un essaie de demander ce qu'un type comme ça fait ici, mais Chèvre ne veut savoir qu'une chose. Tu veux continuer à te battre ou pas?
Le voyou craque instantanément, bafouillant des excuses et s'enfuyant comme si sa vie en dépendait. Chubri dit, mec, ce monde est incroyable. Tu peux tout résoudre juste en parlant. Il tape sur l'épaule d'Erquin et dit, et toi, petit pain dur à cuire, ça va? Mais Erquin repousse sa main et s'éloigne, lui disant de ne pas se donner la peine d'essayer d'aider. Chud est laissé là, confus, essayant de comprendre pourquoi ce gamin est si froid. Pendant ce temps, notre garçon s'éloigne déjà à toute vitesse, mettant autant de distance que possible entre eux. Pendant un instant, il s'est senti intimidé par cette puissance écrasante. Il sait que c'est parce que ce nouveau corps n'a pas encore de stats, mais il jure que la prochaine fois qu'ils se rencontreront, il sera quelqu'un de complètement différent. Et c'est parti. Il est temps de faire un donjon, n'est-ce pas? Sauf que non. On le voit juste assis là, tout triste et secoué. L'écart de puissance était ridicule. CR et Chev étaient à peu près au même niveau à ce moment-là, et évidemment, s'il veut se venger, il va devoir devenir beaucoup plus fort. Juste à ce moment-là, le loup de pierre de flamme charge sur lui d'en haut. Mais sorti de nulle part, son petit copain squelette plonge avec une lance, claque la bête au sol, l'achève et monte de niveau. Le petit est étincelant, souriant fièrement à Erken, qui murmure que prendre 3 jours entiers pour atteindre le niveau 10 était beaucoup trop long. Et juste comme ça, le squelette a l'air tout dégonflé. Au moins, le système le félicite. Avec ça, il n'y avait plus de monstres dans le donjon d'entraînement. Son tag de débutant a été officiellement retiré, et ses récompenses de départ étaient en cours de transfert. Sur son poignet apparaît la montre de guerre. Statut, quête, carte, inventaire, message, tout y est maintenant. Le type est excité. S'il y a bien une chose qu'il aime, c'est regarder sa propre fenêtre de statut, et c'est tout aussi nul que prévu. Niveau 10. Classe, nécromancien. Force, 3. Endurance, 3. Intelligence, 5. Mana, 5. Le système lui dit de distribuer ses points de stats, mais il hésite. Ah, et voilà, on va être imprudent. Il dit qu'un nécromancien devrait normalement booster mana et intelligence, mais il balance tout dans la force. Boum. La force augmente de 50 points. Il rayonne maintenant d'une forte aura, clairement satisfait de lui. Pendant ce temps, le squelette est dévasté. Lodia n'a pas du tout augmenté son mana, ce qui signifie que le pauvre type ne sera pas plus fort. Il est même en train de pleurer. Archon le frappe sur la tête et lui dit de se ressaisir. Il n'a pas renoncé à être un nécromancien. Ce qu'il doit comprendre, c'est que pour l'instant, augmenter le mana ne l'aidera pas beaucoup. En début de partie, la force fait une bien plus grande différence. De plus, il a besoin de puissance pour transmettre ses anciennes compétences au squelette. La vérité, c'est qu'il place tous ses espoirs dans la capacité d'apprentissage du squelette. Et maintenant, le petit gars étincelle à nouveau, clairement ému. RK lui dit de remettre son cul de lapin à l'entraînement tout de suite. De plus, il devrait savoir qu'il existe des moyens de compenser le manque de certaines stats. Coupé à l'association des chasseurs dans la ville de Figus. Un type brandit une carte en disant qu'une toute nouvelle quête vient d'arriver. Tout le monde se précipite pour l'obtenir. Ils attendent depuis hier. Pendant ce temps, Erken passe en pensant que ces quêtes sont de la merde de toute façon. C'est presque drôle de voir les gens se battre pour ces trucs. Il se dirige vers le comptoir. Yo, mon pote. Quête de guidage. Ça te dérange si je jette un coup d'œil à la liste? Le nain dit, bien sûr, mon gars. Mais tu dois savoir que celles sur cette table sont les plus difficiles du coin. Personne n'a le courage de les accepter. Sois sûr d'être prêt. Bowen Archon regarde. Il ne voit que de la merde. Bien sûr, avec ses connaissances du futur, il sait qu'il y a un trésor caché ici, une quête dans les montagnes de Bema. Objectif, éliminer toutes les créatures là-bas. Récompense, 10 pièces d'or. Le vieil homme l'avertit, t'es sûr, mon gars? Cette mission est de bas niveau et ne rapporte presque rien. Mais Erkin accepte tout de suite. Il sait que terminer cette quête apparemment ennuyeuse avant d'atteindre le niveau 15 lui vaut le titre de prospecteur. Les titres étaient un excellent moyen de gagner des stats supplémentaires, et prospecteur augmente l'intelligence et le mana en pourcentage, ce qui en fait le point de départ idéal pour construire son personnage surpuissant. Une fois dehors, il marmonne que tout ce qui lui manque maintenant, c'est de l'équipement. Coupé aux montagnes de Bema, et le mec est habillé en mode clown complet. Chemise de clown, casque de lapin, bottes d'ours. Il ressemble au genre de personnage que je me ferais, pense-t-il. Putain mec, t'as l'air stylé. T'es fou. Arkin, par contre, absolument dévasté par la tenue de l'enfer. Évidemment, mec. Il n'avait pas assez d'argent pour lui après avoir tout dépensé pour son pote squelette. Et maintenant, que peut-il faire? C'est juste la vie de quelqu'un de vaincu. Il va devoir finir cette quête rapidement pour enfin pouvoir s'offrir un équipement décent. En courant, il marmonne qu'il doit en finir avant que quiconque dans ce monde ne le voie comme ça. Mais soudain, des buissons, une main ensanglantée tend la main. C'est un type tout amoché, qui implore de l'aide. On dirait un autre qui s'est fait trahir par son groupe. Pendant ce temps, ailleurs dans la même région, un autre joueur apparaît, vêtu d'une armure flashy complète, criant qu'il est prêt à nettoyer les montagnes de Bima. Le type est plein de lui-même. Je pense avoir un vrai talent pour ce jeu. À ce rythme, je serai un des meilleurs joueurs en un rien de temps.
Puis quelqu'un à proximité crie à l'aide, disant que son ami est blessé. Il se précipite, demandant ce qui s'est passé, et le type explique qu'un loup les a attaqués. Ils se sont à peine échappés et n'ont même pas de potion de soin. Vous savez déjà où ça va. Le pauvre type sort une potion, leur disant de ne pas s'inquiéter. Il les a. Le type le remercie et dit qu'ils le rembourseront totalement. Mais au moment où il parle, un autre type se faufile derrière et bam, lui fracasse le crâne avec une massue. Maintenant, le type qui vient de le frapper dit merci. Il s'assurera d'utiliser tout cet équipement à bon escient. La pauvre victime, confuse, demande pourquoi. Vous êtes des lâches. Mais le type lui dit juste qu'il est l'idiot d'être tombé dans un piège aussi évident. Le joueur multi a été tué. Et, ouais, sa montre de guerre tombe. Merde. Ce jeu est vraiment aussi brutal. Tu meurs, tu perds tes affaires, c'est tout. Le groupe se met à rire, disant que c'est toujours satisfaisant de tuer un noob qui dépense de l'argent. L'un d'eux porte littéralement 30 montres sur son bras et dit qu'il est temps de trouver la prochaine proie. C'était la guilde PK connue sous le nom de Famille Hero. Pendant ce temps, notre garçon et son squelette sont dans la forêt en train de combattre des loups. Ce jeu est super réaliste, mec. Tout comme un tas d'autres MOS, vous avez le loup normal, puis le loup bleu, le loup rouge, le loup violet, la même chose, juste plus fort et d'une couleur différente. Archon claque des doigts en mode cosplay Hisoka complet et met son squelette en mode attaque. La bête lapin se déchaîne, tranchant tout sur son passage. Le squelette guerrier abat un ancien loup arbre et gagne 375 XP. Urquin note que ces loups ne sont rien pour son petit monstre maintenant. Ça vaut vraiment le coup d'y investir tout son équipement. Il pleure un peu, dit-il, un vrai gamer se fiche de l'apparence. Ce qui compte, c'est l'efficacité. Le squelette est là, plein d'émotions, sentant clairement l'amour. Perkins le rabroue pour qu'il arrête de faire son drama queen. Ils ont encore des monstres à éliminer. Mais ensuite, twang, une lueur sur le côté, et bam. Le squelette reçoit une flèche en pleine tête. Il est là, la main sur son crâne, genre, mince, je viens de me prendre une flèche dans la caboche. Puis le groupe approche. Yep, c'est la famille Ralph. Le mage s'avance en s'excusant. Il dit qu'il pensait que le squelette était un monstre de loin. Il s'excuse encore, et Erquin répond que ce n'est pas grave. Mais il n'est pas dupe. Il a déjà repéré l'arme ensanglantée et la pile de montres au poignet du type. C'est plus qu'il n'en faut pour savoir quel genre de joueurs ils sont. Pourtant, toujours aussi audacieux, Erken dit qu'il leur pardonne. À une condition, qu'il lui donne une potion de mana. Le mage dit que c'est dommage. Ils n'ont pas de potion. Mais, quand on monte de niveau, on récupère du mana de toute façon. Donc, si Erken veut, ça pourrait l'aider à farmer un peu. Erken demande s'il est sûr. Le type hoche la tête, ouais. C'est de notre faute. C'est le moins qu'on puisse faire. Regardez ça, ils disent. Les monstres apparaissent juste au bon moment. On va les affaiblir, et vous n'avez qu'à porter le coup de grâce pour récupérer l'XP. Ça vous va? Notre gars accepte, et dès que le type tourne le dos, il chuchote à ses potes de se souvenir du plan. D'abord, ils allaient faire grandir le monstre pour les attirer. Ensuite, le type avec la frange lancerait un buff sur les loups pour les rendre plus forts. Et enfin, il laisserait une des bêtes briser la formation et charger droit sur le gamin, le prendre par surprise, et le tuer sur le coup. Mais leur petit plan arrogant s'écroule très vite quand ils voient le squelette, démolissant complètement l'un d'eux en un seul coup. Urquin le félicite, sincèrement impressionné. C'était une mise à mort propre. Beau boulot. Continue comme ça. Vous nous aidez bien. Maintenant le trio réalise, mince. Le type peut réellement se défendre même contre des monstres buffés. Alors ils augmentent la mise, laissent plusieurs lourds lâcher sa direction, espérant que le chaos le distraira. Et pendant qu'il est concentré vers l'avant, il se rapproche par derrière, balançant une massue droit sur sa tête. On dirait qu'elle va atterrir, mais Arquin se baisse et l'évite proprement. Puis, d'un mouvement fluide, il tranche, et le masque du type s'arrache juste au moment où son corps s'ouvre en deux. Les deux autres se figent. Puis, snap, les doigts de Erken s'agitent et le squelette charge, le mana bleu flamboyant, sprintant comme un faux avec ses adorables bottes à pattes de lion. Les deux hurlent, le suppliant d'attendre, disant qu'ils peuvent parler, mais il est trop tard. Des trous dans la poitrine, du sang sur l'herbe. Le squelette en prend un. Urquin prend l'autre, et les corps tombent au sol comme des confettis. Notre protagoniste parle froidement. Vous êtes le genre de personne que je déteste le plus, des bâtards qui poignardent les autres dans le dos. Si j'avais été l'ancien lui, peut-être que ça aurait marché. Mais tant pis, il n'est plus cette personne. L'un d'eux propose de rendre les objets pour être épargnés. Mais Erquin s'excuse simplement. Il ne fait plus confiance à personne. Puis, droit à travers la gorge, le joueur Ralph a été tué, et 8 autres montres sont tombées au sol. Erken est stupéfait. Ce bâtard avait tué 8 autres joueurs. Quel dommage. Maintenant, il est coincé avec tous ces beaux objets. Vraiment tragique. Pendant qu'il dit ça, le squelette est occupé à piétiner la cage thoracique du type. Mignon à l'extérieur, sauvage à l'intérieur. Notre gars se demande pourquoi son précieux squelette agit comme ça. Il pose une main sur sa tête et transfère de l'équipement. Le petit gars s'illumine immédiatement, maintenant entièrement équipé et étincelant de joie. Il rougit même, tout ému par son nouvel équipement.
Urquin lui dit de ne pas se soucier autant de l'apparence. Ce qui compte dans ce jeu, ce sont les stats, dit le même gars qui vient de passer en mode fashion à fond. Le squelette le regarde genre, mec, même pas. Tu t'en soucies clairement. Mais Urquin est ravi. Ces montres de guerre n'ont réclamé, une mine d'or. Voyez-vous, quand vous vendez la montre d'un joueur mort, un objet aléatoire de son inventaire tombe. Alors, qu'est-ce que tu as eu? Un pantalon de gobelin sombre, qui booste le mana et l'intelligence. Une épée d'essence d'arbre ancien, plus de buff de mana, un livre de compétences de malédiction démoniaque, et de l'or véritable. Un meilleur butin que la plupart des donjons, un jackpot absolu. Et grâce à tout ça, il a enfin obtenu ce qu'il cherchait, un masque effrayant et moche. Il le met, a l'air totalement ringard, et dit qu'à partir de maintenant, il enregistrera tout son gameplay parce qu'avoir une identité est important. À ce moment-là, il se souvient de quelqu'un d'autre qui a dit exactement la même chose. Un type avec qui il a parlé de devenir viral en portant un masque pour le branding. Il plaisantait en disant qu'il l'appellerait le masque. De retour au présent, Erken dit que le jeu a changé. Il ne veut plus personne d'autre impliqué dans sa vie, et ce masque sera la preuve qu'il passe en mode solo à fond. Enfin, en quelque sorte solo, parce qu'il va toujours se battre avec son squelette. Il saute à travers un portail, entrant dans le donjon dans les montagnes Bima. Et comme je l'ai dit plus tôt, regardez-le avec ce masque, mec. Il a sérieusement besoin d'une option pour cacher l'équipement. Maintenant, il chasse les loups-garous bleus, les monstres de base de cette région. Ce n'est certainement pas facile, mais avec l'équipement qu'il a maintenant, il se sent confiant. Un autre sprint avec le squelette, et après quelques heures, le grand gars lève le pouce. Il n'avait croisé aucun monstre de toute la durée. Erquin est assis là, se tenant la tête, disant que rien de tout cela n'a de sens. Si quelqu'un avait déjà nettoyé ce donjon, il recevrait une notification maintenant. Alors, où étaient les monstres? C'est alors qu'il remarque le squelette tranchant le mur, et en s'approchant, il voit un portail sombre. Un message apparaît. Vous découvrez un donjon spécial. Voulez-vous entrer? Oh là là. C'est parti. Il est sur le point de tomber dans la salle des statues et de se faire assassiner. Ces donjons qui apparaissent à l'intérieur d'autres donjons, ils sont généralement beaucoup plus difficiles, mais les récompenses sont bien meilleures aussi. Le piège, c'est qu'une fois que vous y entrez, soit vous le terminez, soit vous y mourrez. Et soyons honnêtes, je n'ai jamais vu un protagoniste reculer devant ça. Mais même Urquin dit que la décision la plus intelligente serait peut-être de partir. S'il meurt, il sera bloqué hors du jeu pendant 2 jours, ce qui perturberait complètement sa progression. Pourtant, il entre quand même, bien sûr. Dit que tout ce qu'il a à faire est de le nettoyer, et tout ira bien. La lumière du soleil le frappe au visage, et maintenant il se tient au milieu du Colisée. Tout de suite, il a le sentiment viscéral que quelque chose de terrifiant arrive. Le sol commence à trembler. Puis devant, un loup-garou massif avec 3 yeux apparaît. Une créature corrompue. Son niveau, point d'interrogation. On dirait que Krka sait ce que cela signifie quand quelque chose est étiqueté comme corrompu. Mais avant même qu'il puisse réagir, la griffe de la chose vole déjà vers son visage. Il parvient à la bloquer, mais est projeté en arrière et s'écrase violemment contre le mur. Le squelette, pauvre chose, a à peine le temps de comprendre ce qui se passe, mais se met quand même en position, prêt à se battre. Pendant ce temps, le loup-garou lui met cri, se demandant comment il a eu autant de chance. Les créatures corrompues sont liées à la quête principale du jeu. Urquin appelle son squelette, disant que s'il ne tue pas cette chose aujourd'hui, ils sauteront le dîner. Une fois de plus, il charge. Le squelette met en place une assistance au lancement et le propulse dans les airs. Le loup-garou charge, croc dehors, prêt à mordre. Mais Urquin active une nouvelle compétence, infliger une malédiction. Les 3 yeux du monstre se vitrifient comme s'il était hypnotisé. Où est notre garçon? Vous ne savez peut-être pas ce qui vient de se passer. Soudain, slash. Il coupe le bras du loup-garou proprement. La bête rugit d'agonie et ses stats ont chuté de 10%. Je veux dire, bien sûr, il a perdu un bras entier. Certainement pire que 10% de stats. Sauf que, maintenant, la saleté de choses régénère le bras. D'accord, ouais. Un debuff de 10% semble être une bien meilleure affaire maintenant. Il charge à nouveau maintenant en mode rage. Archon dégaine son épée et dit que les donjons spéciaux ne sont jamais faciles. Je gardais ça pour plus tard, mais le moment est venu. Il tape sur sa montre de guerre et active un emplacement. Une aura sombre et cyan commence à monter en flèche, formant un orbe d'énergie tourbillonnant autour de lui. Qu'est-ce qui vient de se passer? D'où vient tout ce pouvoir? Le gamin vient de passer en mode transformation complète. Vous voyez, cet emplacement sur le système est l'une des caractéristiques uniques de Warlord. Lorsque les joueurs l'activent, ils tirent temporairement du pouvoir du monde de Warlord lui-même, manifestant une sorte de forme suralimentée. Cette forme varie cependant d'un joueur à l'autre, et apparemment, vous ne pouvez pas la choisir. En raison de l'énorme coup de pouce qu'il donne, les gens l'appellent le mode ultime. Le loup-garou géant arrive en chargeant, les mâchoires ouvertes. Mais Urquin esquive avec un timing parfait. Maintenant, la créature ne peut pas porter un seul coup. Urquin esquive tout comme un acrobate total. Un autre coup de griffe, il recule et marmonne. C'est ce que j'attendais d'un boss. Puissance, vitesse,
réflexe, tout est à un niveau différent. Et à en juger par la force de cette chose, il pense qu'il pourrait survivre à peut-être 3 coups au maximum. Mais ce n'est pas ainsi que cela se termine. Il tranche à nouveau. Le monstre gémit de douleur, et il sourit. C'est ce qui rend ce jeu amusant. Mais soudain, son expression change. Le loup-garou frappe le sol de toutes ses forces. Oh, zut. Maintenant, il est suspendu en l'air, la main sur le visage, marmonnant, j'ai oublié la phase de rage. Mais le loup-garou avait aussi oublié quelque chose. Regardez qui arrive en chargeant, le squelette, de retour à la contre-attaque, arrachant le bras de la bête proprement. Urquin lui crie d'utiliser le mouvement qu'ils ont pratiqué. Le loup-garou tressaillit, surpris, et les deux se précipitent, une entaille chacun. Mec, ils aiment vraiment cette coupure bleue brillante. Et cette fois, oh, ouais, cette frappe a tranché profondément. Il n'y a aucun moyen qu'il se relève après ça. Honnêtement, notre garçon est un nécromancien plutôt humble. Je veux dire, vraiment, tout ce qu'il a, c'est un squelette. J'étais celui qui disait que ça allait être une copie de Solo Leveling, mais jusqu'à présent, il fait sa propre chose. Avec un petit effet de style gamer flashy, la mission est terminée. BAMC cave subjugué. Il gagne 10 pièces d'or. Le squelette, pour avoir vaincu un ennemi aussi puissant, reçoit un fragment pour passer au rang E. Urquin obtient également 20 000 pièces d'or et une peau de loup-garou. On dirait beaucoup d'or, n'est-ce pas? En plus de cela, il obtient le collier de tracker corrompu. Plus 18 à toutes les stats ne peuvent pas être vendues. Et c'est de niveau chronique, ce qui est encore au-dessus de unique. Quand il voit le nom de tracker corrompu, quelque chose semble faire tilt. Il le reconnaît. Ensuite, 3 nouveaux titres sont enregistrés, promettant un nouveau venu, augmentant l'intelligence et la magie. Défiant de héros, donne plus d'endurance. Titre de tracker corrompu, effet spécial flou. Archon se rend compte que tout cela est lié au tout premier chapitre de la quête principale, le conte de la corruption. La quête principale est l'épine dorsale de l'histoire de Warlord, la fondation de tout le monde du jeu. À cause de cela, les récompenses sont toujours incroyables, et chaque joueur veut en faire partie. C'est le contenu principal du jeu et la chose la plus précieuse à poursuivre. Dans sa vie antérieure, Urquin ne s'est impliqué qu'aux alentours du chapitre 4. Mais maintenant, il tremble, stupéfait d'avoir déjà déclenché sa sitôt. Il sourit et dit qu'il vient de trouver une mine d'or et se déconnecte sur le champ. De retour chez lui, il y a un fil d'actualité. La Guilde Hydra est officiellement entrée dans le chapitre final de la lutte contre la corruption et vise à le terminer dans les 3 mois. Erken fixe l'écran, dévasté. La quête qu'il vient de débloquer est déjà sur le point d'être terminée. Il sait que c'est un gaspillage total. Peut-être devrait-il simplement abandonner et commencer à se préparer pour le prochain chapitre. Mais ensuite, son expression change. Il se souvient de quelque chose. Cela pourrait en fait être une rare opportunité. Le monde entier du jeu est hyper concentré sur cette histoire. L'engouement est à son apogée. Bien sûr, personne ne veut ignorer la première quête principale dans un jeu comme celui-ci. Mais que se passerait-il si une vidéo liée à cette quête sortait maintenant? Ça pourrait exploser, devenir complètement viral. Et puisqu'il a tout enregistré, il a les images. Tout ce qu'il a à faire est de le télécharger sur YouTube. Le problème est qu'il a besoin d'un monteur, et il n'y a qu'une seule personne pour le travail. Celui connu dans sa vie passée comme le dieu du montage. Son nom est Romani. Maintenant, je suis honnêtement un peu confus. Je ne veux pas me précipiter et dire que c'est une fille. Attendons quelque chose de plus solide. Ça pourrait juste être un gars d'apparence très douce avec des cheveux roses. Elle reçoit une demande de montage d'un nouveau niveau 15 et trouve ça hilarant. Ouais, j'ai dit elle, mais encore une fois, qui sait? Cette lèvre rouge brillante pourrait encore appartenir à un mec. Elle suppose que c'est juste un enfant gâté avec trop d'argent qui essaie de flex avec une vidéo fantaisiste. Mais quand elle la regarde réellement, son visage change. Maintenant, elle est tout sourire en disant que c'est exactement ce qu'elle cherchait. Son nom est Romy. Dans le jeu, elle se fait appeler Helmut. La scène change pour un grand bâtiment, et voici une autre fille. Oh non, je sais déjà qui c'est. Tu es cette sorcière du tonnerre, n'est-ce pas? Elle appelle son assistant et exige des informations sur cette vidéo. Un joueur de niveau 15 a abattu un loup-garou corrompu seul. Le gars lui dit que l'équipe a déjà examiné ça, dit que ce n'est pas grave. Le loup-garou était de toute façon de bas niveau. Mais avec cette bouche boudeuse, elle le répète. Je le veux. Amenez-moi ce gamin. Maintenant. C'est elle, sans aucun doute. Chaslium, la joueuse numéro 1 et reine du tonnerre. Peu de temps après, Erquin panique. La vidéo qu'il a postée sur sa chaîne, qui avait littéralement 0 abonnés, est déjà à 6000 vues. Enfin, une histoire qui traite les nombres de vues de manière réaliste. Certaines histoires agissent comme si un gars sans aucune présence téléchargeait une vidéo et avait soudainement 70 millions d'abonnés. Si seulement ça marchait comme ça. Erquin, restant humble, dit même, dans ma vie passée, il m'a fallu des mois et des mois pour atteindre ça. Pendant ce temps, Romani lui envoie déjà un message, lui demandant s'il a vu les vues. Le fait qu'elle ait pris contact en premier après le montage montre qu'elle est au moins légèrement intéressée. Il répond sèchement. Oui, je l'ai vu. Une façon claire de clore la conversation. Mais elle essaie de s'en attribuer le mérite, disant que c'est dingue.
c'est le genre de talent que j'ai. Bien qu'elle ajoute, bien sûr, tes images n'étaient pas mauvaises non plus. Place aux roses rouges. Il semble que Erken suppose que c'est un homme, ou peut-être qu'elle l'est. Ce monde est dangereux, mec. Il s'allonge dans sa capsule. Pendant ce temps, elle lui envoie encore un texto, lui demandant quand la prochaine vidéo arrivera. Le problème est qu'il n'a aucune idée de ce qu'il faut faire ensuite pour attirer l'attention. Ce n'est pas comme si on pouvait trouver une créature corrompue tous les jours. Mais comme le dit le dicton, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Il est temps de trouver quelque chose de nouveau à poster. Et encore une personne impressionnée par la vidéo du gamin masqué, Chèvre le tueur. La seule chose qui le tracasse est que ce type masqué lui rappelle un peu quelqu'un. Ensuite, nous la rencontrons. Rencontrer leur fille. Yel, une membre de la guilde Red Bull. Elle lui demande de quoi il parle. Il évoque le gamin masqué. Elle lui dit d'arrêter de la regarder autant. Bien sûr, il pense que le type est familier, étant donné le nombre de fois qu'il a regardé cette vidéo. Chèvre admet qu'il le sait, mais quelque chose ne va toujours pas. Il est excité. Voyez, quand quelqu'un commence ce jeu, il hésite généralement. Ils sont raides. Ils ne bougent pas comme dans la vraie vie. Mais ce gamin, il bougeait comme un pro. Même son invocation avait l'air d'avoir été entraînée. Il continue de délirer et Yel le coupe. D'accord, je comprends. Tu peux te taire pendant une seconde? Elle le pousse en disant qu'ils doivent y aller. Il passe en direct dans 5 minutes. Il se tourne et lui dit qu'il l'apprécie toujours. Elle lève juste les yeux au ciel et lui dit d'aller là-bas et de faire un spectacle décent. Le stade est absolument plein à craquer. Plus de 200 000 personnes ont acheté des billets. 200 000? Sérieusement. Tout juste pour regarder Chèvre, le chef de Red Bull. Il a intérêt à faire attention. Ce nom est probablement protégé par des droits d'auteur, aussi. Les portes sont sur le point de s'ouvrir. Il équipe son armure. 3, 2, 1. Il interpelle l'équipe et les envoie au combat. Pendant ce temps, de retour à Fugus, notre garçon se sent à nouveau désespéré. La mission qu'il voulait a disparu. Il ne reste que des choses basiques comme nettoyer un sol infesté ou tuer 3 loups qui se sont égarés dans la ville. Évidemment, il a besoin de quelque chose de mieux, quelque chose qui vaille la peine d'être enregistré et mis en ligne. Puis le vieil homme se montre. Eh bien, si ce n'est pas l'aventurier qui a pris le rayon de quête hier, je m'appelle Othon. Vous avez une minute? Dans une pièce séparée, Othon dit qu'il a tout entendu. Il sait déjà que c'est Archon qui a rencontré ce mutant à l'intérieur de la grotte de Béma. Archon est un peu décontenancé. Il ne se souvient pas d'avoir déclenché une sorte de quête secrète ou une interaction comme celle-ci. Pourtant, il l'admet. Oui, j'ai vu le loup-garou avec ses yeux étranges. Othon hoche la tête comme il le soupçonnait. Jeune homme, il y a de fortes chances que vous ayez rencontré une créature exposée à un pouvoir corrompu. Nous ne comprenons toujours pas tout à fait qui ou ce qu'ils sont, mais il est clair que quelque chose affecte ces monstres, les rendant fous. Et ce sont évidemment des aventuriers de gang tués à gauche et à droite. Il est sur le point de demander de l'aide quand Erkin l'attrape par le bras, en mode plein drame. Vous pouvez compter sur moi. Je donnerai tout ce que j'ai pour ce pays. J'aime cette nation, et je tuerai ces terribles créatures. Oui, il en fait des tonnes. Tout juste pour obtenir cette quête secrète. Odan dit qu'il est encore trop tôt pour ce genre de responsabilité, mais Urquin insiste sur le fait qu'il n'est pas trop tôt du tout. C'est en fait le moment idéal. Attendre ne ferait que conduire à la mort de plus de personnes. Alors Odan finit par céder, disant que si c'est ce qu'il ressent, alors il lui donnera une chance et verra comment il s'en sort. Il y a quelqu'un nommé Aimbri qui vit au château de Banso, à l'est de Fégus. Othon lui remet une lettre de recommandation afin qu'il puisse apprendre quelque chose de cette personne. L'objet apparaît tout de suite, les enseignements d'Aimbri. Tout ce qu'il a à faire est de trouver le gars et de livrer la lettre. Pas une seconde plus tard, Irken crie qu'il est déjà à la porte. Il est excité. On dirait qu'il sait exactement qui est Aimbri et qu'il a hâte de devenir son élève. Aimbri est l'un des 7 disciples du mage légendaire Boken, un PNJ célèbre dans le monde du jeu, quelqu'un dont tous les mages rêvent de rencontrer. Parce que s'entraîner sous sa direction signifie avoir une chance de débloquer certaines des meilleures compétences du jeu. Urquin est déjà en train de sautiller, prêt à partir, mais il s'arrête soudainement et dit qu'il a presque oublié qu'il y a quelque chose qu'il doit faire en premier. Coupe la forêt. Il appelle le squelette, lance l'invocation, et il est là. Il s'avère qu'il avait encore du butin de la dernière bataille. Tout d'abord, il prend le crâne de loup-garou qu'il n'a pas vendu. Le système demande s'il veut l'utiliser pour renforcer le squelette, et il accepte. Le crâne apparaît sur la tête de l'ossement, augmentant instantanément son endurance de 2 points. Au même moment, il sort le collier du tracker corrompu et l'équipe. Toutes les stats plus 18 plus quelques buffs basés sur la classe aussi. Avec ça, son travail de préparation est terminé. Et maintenant, il sort 2 autres fragments de squelette et les jette au sol. Boum. 2 squelettes de plus. Mais ils sont séparés de l'original, vous savez. Pas de tenue ou d'équipements assortis ou quoi que ce soit. Et pour une raison quelconque, son premier squelette a l'air dévasté maintenant qu'il n'est plus le seul. Le pauvre gars pensait probablement qu'il était spécial. Urquin lui dit de s'y habituer. À partir de maintenant, ils se battront en trio. Mec, notre protagoniste a vraiment trahi son squelette. Le petit gars voulait juste être le seul et unique. Maintenant, nous sommes de retour au combat.
Une bête de la forêt géante de niveau 25 arrive en chargeant avec un coup de griffe. Archon, grâce à un coup de pouce qu'il a eu plus tôt, esquive comme si de rien n'était. Il a l'air surpris à un moment donné comme s'il était sur le point de bloquer une attaque, mais il s'avère que tout faisait partie du plan. Son squelette charge d'en haut, sauf que celui-ci a l'air un peu faible, mec. Il se prend une claque au visage et s'envole. Archon est furieux. Cet idiot ne comprend toujours rien aux angles morts. Le squelette y va à nouveau, juste pour se faire gifler encore plus fort et être projeté à travers le terrain. Erquin se dit, pourquoi le deuxième idiot a-t-il juste copié exactement la même chose que le premier? Ne sont-ils pas censés apprendre les uns des autres? Pendant ce temps, le squelette légendaire s'avance tout fier, comme si c'était son tour de briller, et bizarrement, Erquin rougit. C'est quoi ce bordel? Il entre avec un plein de swag. Bien sûr, celui-ci va bien faire les choses. Mais non. Il prend un coup à la tête, et son crâne s'envole. Maintenant, il est absolument furieux. Espèce d'idiot, crie-t-il. Ils sont tous juste là à tenir leur crâne comme, aïe. Erquin veut savoir s'ils ont même un cerveau. Eh bien, techniquement, non. Mais quand même, combien de temps avant qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent pas simplement encaisser les coups de plein fouet dans un combat? À tout le moins, ils devraient être assez intelligents pour se repositionner lorsqu'ils sont menacés. Si l'un distrait l'ennemi, les autres doivent se déplacer à partir d'un angle mort. Mais clairement, les squelettes sont juste là à se demander, oh, qu'est-ce qu'un angle mort? Urquin est visiblement déçu. Il pensait que gagner des niveaux et équiper le collier faciliterait leur gestion. Mais maintenant qu'il y en a 3, il semble encore pire au niveau du travail d'équipe. Ce n'est pas qu'ils ne savent pas se battre. En fait, ce qu'il a appris au premier est transmis aux autres. Mais le problème, c'est que jusqu'à présent, il ne leur a appris qu'à se battre seul. Ils n'ont donc aucune idée de la façon de fonctionner en équipe. Le pire, c'est qu'il faut 3 fois plus de monde pour les maintenir actifs. Et les résultats jusqu'à présent, sont pires qu'avant. Alors il se lève et dit, peu importe. Ils atteignent le niveau 20, qui était l'objectif, et il n'y aura pas de vidéo pour l'instant. Il dit à ces crétins de bouger. Ils vont s'entraîner jusqu'au château de Banceau. En regardant les squelettes se traîner, il se demande pourquoi, même un instant, il a pensé qu'il pouvait simplement se détendre et les laisser faire tout le travail. Malheureusement, ce rêve d'être un nécromancien cool qui invoque et se détend. Ouais, pas pour lui. Plan sur le château de Bansu, une taverne animée bondée de monde. Un homme entre dans le hall et tout le monde s'illumine, ravi de lui parler. Il est tiré dans toutes les directions tandis qu'Arquin se tient à la porte et regarde. Pour lui, ce ne sont que des charognards, des joueurs qui ne veulent pas farmer ou grandir par eux-mêmes. Ce sont des laisses, le genre qu'il méprise le plus. Un type chauve s'approche et demande si Arquin est intéressé par une quête vraiment bonne. Arquin lui dit juste d'aller se faire foutre et de se perdre. Ce gamin a une sacrée bouche. Il se dirige vers les escaliers, remet la lettre de recommandation de Othon, et le gars à la porte lui dit qu'il peut se rendre au 2e étage. Alors que tout le monde supplie de monter et se fait bloquer, notre garçon passe sans se soucier du monde. Il est excité de découvrir quel genre de récompense Ambry pourrait lui donner, d'autant plus que c'est une quête secrète et une rare chance de construire un lien à long terme avec un PNJ légendaire. Mais quand il entre dans la pièce, c'est le bazar, des livres éparpillés partout, un chaos total. De derrière une pile de langues, une voix demande qui il est. Limbra émerge, voulant savoir ce que le gamin fait ici. Il ne se souvient pas avoir programmé une réunion ou appelé qui que ce soit. Erquin est un peu abasourdi. Il ne s'attendait pas à ce que le mage légendaire soit un tel crasseux. Pourtant, il se présente et dit qu'il est venu avec la recommandation de Othon. Ambry le regarde de haut en bas et dit, « Eh bien, pour quelqu'un à ce niveau, vous semblez en fait assez prometteur. Choisissez la classe de mage noir, eh bien, puisque vous êtes venu jusqu'ici, voici votre récompense. » Irken reçoit 2 compétences, armure d'os et aume de folie. Il rougit d'émotion, au bord des larmes en le remerciant. Mais Imburi fait nonchalamment signe de la main et dit, « C'est tout. Mission accomplie. Maintenant, perdez-vous. » Mais ce n'est pas ce que voulait Archon. Il est ici pour construire une relation avec ce type. Il a besoin d'une autre quête. Il essaie de tendre la main, évitant les livres flottants, jurant qu'il fera n'importe quoi. Alors Archon revient et demande, « N'importe quoi, très bien alors, dit-il, souriant. » À ce moment précis, Archon reçoit une nouvelle mission, pécule. La récompense, littéralement rien. Et Archon s'en rend compte trop tard. Zut. Je suis tombé droit dans le piège de ce bâtard. À l'extérieur du bâtiment maintenant, quelqu'un passe devant une armure d'apparence coûteuse. Tout le monde s'arrête et regarde, l'équipement est clairement de premier ordre et ridiculement cher. Le gars regarde autour de lui, reconnaît la zone et marmonne pour lui-même. Alors c'est là que se trouve le masque. Et qui êtes-vous, mon pote? Clac. La porte se referme derrière Archon. Il a été mis à la porte. Il n'arrive pas à y croire. Il s'est fait arnaquer par un PC maudit. Il pensait qu'il était sur le point de débloquer une mission incroyable liée à la quête principale. Au lieu de cela, il est coincé à la poursuite d'un 900 récompenses. Il s'éloigne presque en larmes quand quelqu'un se met soudainement devant lui et lui demande quelle mission il a reçue. Oh, attends. Ce n'est pas n'importe qui. C'est à nouveau toute cette bande de mendiants désespérés. Urquin est sur le point d'exploser sur eux tous quand quelqu'un crie. Dégagez.
c'est le type en armure, qui repousse tout le monde. Il se dirige droit vers Erkin et lui demande s'il a un moment pour une conversation importante. Si je devais parier $1 million, je dirais que c'est ce type de tout à l'heure. Celui que Source a envoyé pour recruter Erkin, le type a l'air de majordome qui était avec elle. Erkin n'est pas d'humeur, mais le type dit juste, il serait sage pour celui qui porte le masque d'avoir une conversation rapide. Il se dirige dans une ruelle, et l'homme s'excuse pour le dérangement. C'est juste que là-bas n'était pas vraiment le meilleur endroit pour une bonne discussion. Frère, dépose de l'argent sur mon compte et je te prédirai le reste. Même si je sais exactement qui est ce bâtard et pourquoi il est ici, Erkin ne le sait pas, du moins pas encore. Mais il sait grâce à l'armure du type seul qu'il est clairement quelqu'un de haut rang. Ce qu'il ne sait pas, c'est qui est ce type ou comment il sait déjà qui il est. L'homme demande s'il est celui qu'on appelle le masque. Erkin décide de faire l'idiot, lançant un regard ignorant et demandant de quelle bêtise de masque il parle. Il l'a suivi dans cette ruelle en pensant que le type voulait une conversation décontractée, mais il n'a aucune idée de toute cette histoire de masque. L'homme avec des lunettes dit qu'il a entendu dire qu'Erkin avait récemment reçu une quête d'un PNJ nommé Imbri. Erkin rétorque qu'il n'est pas là pour partager des informations avec qui que ce soit, l'avoir traîné dans une ruelle comme ça, c'était déjà trop. Si ce type cherche à se battre, il est le bienvenu pour parler clairement et mettre son compte en jeu. La vérité est que Erkin joue l'idiot perdu exprès, faisant semblant de ne pas savoir ce qui se passe. Le type avec les lunettes regarde un instant, puis baisse soudainement la tête, tend la main et s'excuse. Erkin se rend compte que le type a totalement cru à l'acte. Il lui serre nonchalamment la main et lui dit de ne pas être si nerveux. Il n'est pas si effrayant. En s'éloignant, il ajoute « Je vais laisser passer cette fois, mais arrête peut-être de traîner à la recherche d'ennui ». L'homme avec les lunettes ne dit rien. Juste à ce moment-là, quelqu'un apparaît à côté de lui, une femme grande et intimidante. Elle commente qu'elle ne pense pas que c'était la personne qu'il recherche. L'homme est d'accord. Impossible que le type soit un joueur expérimenté. Tout seigneur de guerre expérimenté sait qu'il ne faut jamais serrer la main avec la même main que celle où l'on porte sa montre de guerre. Il s'essuie même la main après comme s'il avait touché quelque chose de sale. Allez, mec. Vraiment? Tu agis comme si lui serrer la main t'avait donné des goodies. Qu'est-ce que je suis censé dire à un type comme ça? La fille, dont j'aimerais que l'artiste prenne plus de temps pour bien l'illustrer, demande s'ils vont continuer à surveiller Ambry. Il hoche la tête. C'est parce que la mission de l'œuf du nid est bien trop importante. Ils ne peuvent se permettre aucun risque inutile. Avant que nous puissions admirer son design correctement, elle a déjà disparu dans l'ombre. Du côté de Urquin, cependant, nous avons tout vu. Il est sûr maintenant. Ces deux-là font partie d'une organisation secrète. S'ils appartenaient à une guilde publique ou cherchaient une reconnaissance, ils se seraient présentés. Et le tester comme ça, ce n'est pas le comportement de joueurs ordinaires. Alors, qui diable étaient ces deux-là? De retour dans la forêt, pendant que ces squelettes continuent de s'entraîner, Erkin est plongé dans ses pensées. Il est convaincu qu'il se passe quelque chose de plus qu'il ne voit pas encore. Il y a la quête de l'œuf et la vidéo qu'il a postée. Ces deux-là ne semblaient pas intéressés par l'identité du joueur masqué. Ils se concentraient sur celui qui avait déclenché la quête. Cela signifie qu'il est maintenant coincé à faire cette mission, et, clairement, ces gens vont commencer à le suivre, ce qui est nul parce qu'il essayait de se faire discret. Chasser au léon à elle seule est déjà trop difficile à gérer pour lui. Et honnêtement, je suis d'accord. Mon gars, cours juste. Cette femme est de trop. Pendant ce temps, en parlant d'elle, voici sa secrétaire Park Soji, qui félicite sa patronne pour avoir été incroyable aujourd'hui et qui lui demande comment s'est passé le test de recrutement. On dirait que sa guilde recrute activement. Silion grommelle que c'était un désastre total. Rien que des candidats poubelles. Comment aucun de ces joueurs sans valeur ne pourrait-il être à distance utile? Alors Suji mentionne le garçon masqué. Elle dit que peut-être que le gamin a rejoint une autre guilde puisqu'il n'a jamais répondu à leur invitation. C'est à ce moment-là que CLN craque, brisant une bouteille de frustration. Elle exige de savoir quelle guilde l'a recruté. Suji s'excuse en disant qu'ils essaient toujours de le confirmer. CLN s'en fiche. Elle lui dit de s'en occuper maintenant. Elle veut aussi savoir ce que pense le président. Suji répond qu'il n'a pas encore commenté, et Seolian ricane, disant qu'il reste probablement silencieux tant que le chef de guerre continue de bien se porter. Apparemment, le gars a essayé de la forcer à un mariage arrangé quand elle a mentionné pour la première fois qu'elle voulait jouer à ce jeu. Étrangement, Suji admire maintenant le corps de sa patronne et dit avec désinvolture, « Mec, quelle silhouette magnifique. Je ne m'attendais pas à ça, mais d'accord alors. » Tout est un peu en désordre, mais il semble que le propriétaire du jeu, ou du moins quelqu'un au sommet, l'ait vraiment aimé. Honnêtement, je n'ai plus aucune idée de ce qui se passe. Tout ce que je sais, c'est qu'elle est chaude, et que notre garçon veut tuer quelqu'un. C'est tout. Maintenant, regardez-le fixant son reflet dans l'eau, disant que cela fait un moment qu'il n'est pas venu ici, le marais des hommes lézards, depuis qu'Ambry est au château de Bansu. Bien sûr, la quête se déroulerait dans les environs. Et étant donné qu'il s'agit d'un œuf, il est probablement lié à un oiseau, un reptile ou un monstre de type insecte. Comme il est encore un joueur de bas niveau, il décide de vérifier les endroits qui correspondent à ses critères et qu'il pourrait être en mesure de gérer. Et le marais des reptiles est la seule option réelle,
que ce soit bon ou mauvais. Il invoque le squelette et l'avertit. Les monstres ici sont de haut niveau, il est donc préférable d'utiliser la compétence d'amélioration qu'il a apprise la dernière fois. C'est un mouvement de folie où vous devez marquer l'invocation puis activer le pouvoir. Pas que j'ai vraiment compris non plus, il active le truc, puis un A apparaît sur le front du squelette, et le gars devient rouge vif. Il semble plutôt enthousiaste en disant que l'effet a l'air cool. Il est temps de voir à quel point c'est vraiment fort. Il ordonne au squelette de venir vers lui, mais voici le piège. La compétence a également une chance de faire perdre la raison à l'invocation. Et évidemment, parce que la loi de Murphy existe, les choses tournent mal immédiatement. Le squelette charge droit sur lui. Erken réalise que quelque chose ne va pas et atterrit un uppercut qui envoie le pauvre squelette voler comme une fusée pour adolescent. Le pauvre a été lancé sur la lune. Erken lui crie de ne pas lui hurler dessus comme ça et commence à se demander si c'était une sorte de bug ou quoi. De plus, le gain de force ne semblait pas si impressionnant, donc tout ça est une sorte d'arnaque. Ses pensées sont interrompues lorsqu'un homme lézard de niveau 30 se faufile par derrière et essaie de le mordre. Il décide que c'est le moment idéal pour vraiment tester les compétences. Il active une autre marque de folie et équipe l'armure d'os pour une force supplémentaire. Les invocations hurlent toutes comme des fous maintenant, tandis que les hommes lézards sont juste figés sur place. Urquin dit, si c'est le cas, il est temps de charger. Et bam, bagarre générale, 3 contre 3. Mais les petits squelettes se faufilent dans leur angle mort et le tranchent proprement. Son invocation élimine 3 hommes lézards, gagnant 864 XP et passant de niveau. Maintenant, les petits gars s'agenouillent devant leur maître, et Archon est genre, d'accord. C'est plutôt cool. Le plan pour toute la semaine est clair maintenant. Broyer des monstres, monter de niveau et chercher l'œuf. Mais, bien sûr, pendant qu'il pense qu'une dame louche regarde depuis l'ombre, se léchant les babines. Bien sûr, ce jeu est plein de femmes dangereuses. Elle sort et se présente. Je m'appelle Ilia. Comme vous pouvez le voir, je suis ridiculement belle. Je n'ai même pas besoin de le dire. Personne ne peut me résister. Tout le monde obéit à ma volonté. Tout problème auquel je suis confronté, j'invoque simplement un de mes esclaves pour s'en occuper. Et puis elle trébuche et s'écrase le visage dans de la mousse. Maintenant, elle est allongée là, toute confuse, se demandant quel genre de trou d'enfer c'est et pourquoi elle est même venue ici en premier lieu. Apparemment, un de ses esclaves l'a traînée là pour une raison stupide, seulement pour se faire tuer comme un idiot complet. Maintenant, elle est coincée face à face avec des monstres bien au-dessus de son niveau, et elle ne peut pas se sortir de là avec son charme. C'est alors qu'elle aperçoit Erkin à proximité. Et, ouais, elle commence immédiatement à déchirer ses vêtements comme si elle avait le plan parfait. Erkin entend un cri étrange au loin. Il se tourne pour voir cette nana titubée comme un désastre total. Toute mignonne et séductrice, elle dit qu'elle s'est blessée à la cheville à cause des monstres effrayants, pensant déjà qu'il n'y a aucun moyen qu'il puisse résister au charme de sa beauté. Et puis, Erkin l'ignore simplement et continue de marcher. Elle est complètement abasourdie, genre, comment n'a-t-il même pas jeté un coup d'œil sur elle? Elle commence à supplier, appelant au secours monsieur le nécromancien, alors qu'il pense déjà à lui-même, ouais, une autre folle. Mais, mec, la fille était tellement énervée, elle s'est mordu les lèvres jusqu'à ce qu'elle saigne, furieuse que le bâtard ait eu le culot de l'ignorer. Les squelettes étaient au milieu d'une bagarre pendant que Archon se tenait juste là, la main sur son visage. La folle n'arrêtait pas de le suivre, gémissant qu'elle mourait de douleur et qu'elle ne savait pas comment elle survivrait. Il a essayé de faire comme si elle n'existait pas, mais apparemment, elle le suivait tout le temps, se jetant à ses pieds et suppliant. Où qu'il aille, elle était juste derrière lui. Ce qui l'a vraiment énervé, c'est le fait que quelqu'un comme elle ne devrait même pas jouer au jeu si elle va juste compter sur les autres pour tout. Alors il décide qu'il vaut mieux s'occuper d'elle et en finir. Il se retourne et demande carrément quel genre d'aide elle recherche. Toute douce et innocente, elle dit « J'ai laissé tomber ma petite épée dans le marais là-bas. Pourriez-vous m'aider à la récupérer ?» Notre garçon, aussi sec que jamais, lui dit qu'une fois qu'il aura attrapé cette satanée chose, elle ferait mieux de s'éloigner de lui. Elle accepte désespérément, jurant qu'elle n'oubliera jamais sa gentillesse, mais elle a toujours ce regard de psychopathe sur son visage en murmurant qu'elle l'a maintenant. L'épée était juste là, plantée au milieu d'une minuscule île. Elle est déjà en train de le remercier, et il lui rappelle encore une fois qu'elle ferait mieux de disparaître après ça. Il envoie les squelettes aller la chercher. Il commence à faire une formation de trampoline pour l'atteindre. Pendant ce temps, elle se tient juste là avec ce sourire effrayant. Il s'avère qu'elle attendait qu'il soit sans ses invocations pour pouvoir frapper. Elle essaie de le frapper à l'arrière de la tête, en disant que c'est ce qu'il mérite pour avoir ignoré une beauté comme elle. Mais avant même que le coup n'atteigne sa cible, il se retourne soudainement et dit « Tu es bien trop lente ». Il l'attrape par le col et la jette directement dans le marais. Elle hurle, le traitant de bâtard, et criant que lorsqu'elle sortira de là, elle enverra ses fans après lui et le fera tuer. Mais Urquin se contente de rire et lui dit de jeter un coup d'œil derrière elle. Elle tourne la tête, et bam, les hommes lézards sont déjà apparus, et elle commence à se faire piétiner. Erkin, complètement impassible, dit que si elle essaie de le tromper, elle ferait mieux de trouver quelque chose de mieux. Il en a assez de se faire berner par des gens comme elle. Il tourne le dos en disant que tout cela n'est qu'une perte de temps,
et dit aux squelettes qu'ils s'en vont. Mais quand il regarde à nouveau, ces foutues choses essayaient de copier sa routine de charme. Tous les trois avaient des bosses sur la tête, et il leur dit d'arrêter d'apprendre des conneries bizarres. Juste à ce moment-là, le système l'avertit que le joueur Ilya est mort. Il est ravi, ce n'est pas comme s'il pensait qu'il obtiendrait des points ou de l'expérience pour cela plus qu'il ne l'a techniquement pas tué. Il se souvient qu'elle a dit quelque chose à propos de surveiller ses arrières et trouve ça hilarant. Comme si elle pouvait réellement avoir quelque chose comme ça. Mais, bien sûr, des mecs ont regardé cette vidéo et le surveillent. Chapitre suivant, boum. Il a déjà poignardé le premier gars. Ils disent qu'il est l'ennemi de Dame Ilya, et qu'ils sont là pour se venger. Erkin dit, mon pote, je peux te demander quelque chose? Pourquoi allez-vous si loin pour elle? Ce n'est pas comme si elle allait faire quoi que ce soit pour vous, alors pourquoi vous efforcez-vous autant? Mais le joufflu se met à rire comme un maniaque et crie, parce que je l'aime. Erkin le tranche juste en disant, ouais, tu es un bizarre. Maintenant, il se souvient de toutes les conneries que cette fille folle a faites. Évidemment, après ce qui s'est passé, il l'a jetée dans un marais et elle a juré de le tuer. Il ne pensait pas qu'elle ferait réellement une scène énorme et enverrait un tas de gens le traquer, mais elle l'a fait. A fait une vidéo entière, disant que le cruel nécromancien dans le marais l'avait tué. Et depuis, il est traqué par des fans autoproclamés d'Ilya, ce qui, bien sûr, rend sa vie encore plus chaotique. Il était déjà stressé par ces autres cinglés de l'allée qui le suivaient, et maintenant il doit aussi s'occuper de ces idiots. Il commence à se demander s'il ne devrait pas simplement traquer cette femme et la tuer à nouveau, juste pour que tous ces problèmes valent au moins la peine. Mais après avoir ramassé un autre lavage non réclamé, il se dit que ça ne vaut pas la peine. Il gagne 5000 pièces d'or et une botte de gobelin. En plus de cela, il obtient également un accessoire rare, le collier de promesse. L'objet vaut 800 000. Voilà qui change la donne. Cette fille était vraiment incroyable. Pendant qu'il est là à embrasser une montre comme si c'était un trésor perdu depuis longtemps, quelqu'un d'autre apparaît en disant qu'ils ont trouvé l'ennemi d'Ilya et Arkon. Il le menace, dit, ouais, c'est le bâtard qui a abattu cette femme misérable. Soudain, le souvenir frappe. Il y avait 30 personnes alignées devant lui. Maintenant, la pression monte, et il sait qu'il n'y a aucun moyen qu'il puisse gérer tout ça. Il est temps de se casser. En regardant en arrière, il se demande comment cette folle a réussi à rassembler autant de cinglés obsédés par elle. Puis il se retourne et envoie l'équipe de squelettes s'occuper de la foule. Évidemment, la foule pense que ça va être facile. Après tout, les squelettes ne sont que des invocations de nécromanciens de base. N'est-ce pas? Mais il s'avère que c'est encore plus facile que prévu, parce que le joufflu crie quelque chose sur le pouvoir de l'amour et les coupe en deux. Ce n'est pas comme si c'était une vraie compétence. Le mec est juste un pervers. Étant donné que le jeu n'est sorti que depuis 10 mois et que Arkon n'a commencé que depuis quelques semaines, la plupart des joueurs qui le traquent sont de niveau beaucoup plus élevé. Après une longue course, il trouve enfin un endroit calme au fond du marais. Avec son niveau encore aussi bas, la retraite est sa seule option réelle. Mais c'est alors qu'il remarque quelque chose d'étrange. Où diable est-il? Un marais teinté de violet? Il n'a jamais vu cette zone auparavant, même pas dans sa vie passée. Soudain, ses yeux s'illuminent. Il a une idée. Scène suivante, les aspirants vengeurs sont dans la forêt à sa recherche lorsque le gros repère les squelettes. Ils sont juste là à danser, tout mignons et idiots. Le groupe est maintenant furieux. Non seulement ce bâtard a tué Ilya, mais maintenant il se moque d'eux. Le joufflu charge en criant que cette fois, il lui pardonnera. Mais au beau milieu de son mouvement dramatique, quelque chose jaillit du lac et interrompt tout. Avant même qu'il ne puisse comprendre ce qui se passe, il est attrapé et avalé tout entier. Les autres le reconnaissent instantanément, un lézard conducteur. Cette chose est le boss de la région, un monstre de niveau 40. Et bien sûr, Urquin est à l'écart, observant tranquillement. Il n'avait jamais imaginé que même la Nesque à la recherche de la volonté appartienne à cette chose, un boss avec une défense et des PV absurdes. Normalement, il faut un groupe de raid de 20 joueurs ou plus, tous proches du niveau 40, pour avoir une chance. Il se souvenait avoir vu quelque chose sur les forums à propos de ce monstre qui avait été tué récemment, il n'aurait donc même pas dû être là. Mais s'il apparaît maintenant, cela signifie que quelqu'un l'a déclenché, ce qui signifie que si cette bête a engendré au moment où il est entré dans la zone, la quête qu'il traque doit être ici. Alors que tout le monde se fait tuer, il est juste là, près d'un petit arbre, pensant que si un bras l'a envoyé là-bas, c'est parce qu'il devait penser qu'il pouvait le gérer au niveau 20. Sérieusement, ce type était ridicule de penser qu'il avait une chance. Pourtant, il a eu de la chance et s'est retrouvé avec une équipe. Alors peut-être que ça pourrait réellement marcher. Les foutus mecs otaku hurlent. Même eux savent que c'est bien au-dessus de leur tête. L'un d'eux veut suggérer de battre en retraite. Mais, bien sûr, Erken dit immédiatement qu'il n'y a aucun moyen qu'une chose comme celle-ci puisse s'arrêter ici. Il invoque ses squelettes derrière lui, regarde les mecs avec des marques sur le front. Les otaku réalisent qu'ils ont été bloqués, mais l'un d'eux dit de simplement pousser en avant et de forcer un passage jusqu'à ce que la queue du lézard le frappe et l'envoie voler. Maintenant, ils réalisent qu'ils sont foutus. Des squelettes d'un côté, le monstre derrière. C'est alors qu'ils repèrent Arquin qui se faufile devant eux. Et notre gars, il remercie silencieusement ses coéquipiers,
disant que c'est l'occasion parfaite de s'en sortir, et qu'il n'oubliera pas leur sacrifice. Pendant qu'ils occupent la créature, le salaud fonce droit sur le nid maintenant vide. Il se glisse à l'intérieur sans problème et commence à chercher l'œuf. Le problème est que ce foutu objet n'est pas là. Il regarde partout en essayant de comprendre où diable il pourrait être. Ah, trouvé. On dirait ce petit œuf de pierre, la chose violette. Il vient de prendre l'objet le plus suspect qu'il pouvait trouver là-dedans. Le seul problème est que ça ressemble plus à un caillou qu'à un œuf. C'est alors que le système l'informe que le guerrier squelettique a été détruit. Sachant que le monstre reviendrait après s'être occupé des intrus, il s'est dit qu'il était temps de partir. Et juste à ce moment-là, l'entrée du nid commence à être démolie. Pendant ce temps, Erquin essaie de se faufiler discrètement, en se faisant discret. Maintenant que ce foutu boss est de retour, il n'y a plus de temps pour fouiner. Alors il décide qu'il va juste rendre cette chose pour la quête et dire que c'est l'œuf, même si ce n'est pas le cas. Après tout, la récompense de la quête n'était de toute façon pratiquement rien. De retour dans le marais, les puants de Taku sont tous évanouis sur le sol. Puis, de nulle part, quelqu'un s'approche, un Takuan encore une fois les interpellant, disant à quel point Warlore est un jeu intéressant et combien il y a de liberté pour que des originaux comme eux apparaissent. Un gars essaie de parler, mais apparemment, trop tard. Il s'est déjà fait voler sa Warwatch. Notre gars dit qu'il va mettre une chose au clair. Il les a laissés faire ce qu'ils voulaient parce que tout cela était amusant. Mais maintenant que ses affaires sont réglées, il a beaucoup trop de choses à gérer dans ce jeu. Alors la prochaine fois qu'ils le poursuivront, ils ne s'en iront pas si facilement. Le gars tremble dans ses bottes tandis que Harkon s'éloigne, bouillant de rage, marmonnant que si ces imbéciles continuent vraiment à le poursuivre, il va déclencher une guerre totale avec eux. Mais maintenant, il est temps de gagner de l'argent. On dirait qu'il a contacté la guilde Banso et leur a dit qu'il avait repéré le dragon lézard dans le marais. Il vend l'emplacement exact pour 100 000 pièces d'or. Plus tard, dans le bureau d'un brou, il dépose l'objet et dit « Voici le petit œuf que vous avez demandé. Vous pouvez être sûr que c'est le vrai. » Il a l'air très mal à l'aise, espérant que le gars ne soupçonne rien. Mais Inbri le regarde fixement comme si sa vie en dépendait. Puis il dit « C'est exactement l'objet qu'il recherchait. Bon travail, gamin. C'est ça. Et notre garçon célèbre. Quelle chance. » Le gars dit même qu'il pensait qu'il faudrait beaucoup plus de temps à quelqu'un d'aussi faible que lui pour réussir cela. Et c'est alors que Hirken réalise que le salaud savait qu'il était faible et inutile depuis le début et l'a quand même envoyé. Alors il dit qu'il a tout donné, mais ce serait formidable de passer à la prochaine quête maintenant, avec l'espoir d'une récompense appropriée. Mais Ambry veut savoir s'il a la moindre idée de ce qu'est cet objet. Il explique qu'à chaque fois qu'ils explorent une zone avec des monstres mutés, c'est ce qu'ils trouvent. C'est pourquoi, pour l'instant, il l'appelle la pierre de la corruption. Tout de suite, Erquin est à peu près sûr que ce gars, le chevalier et la grande fille bizarre dont on n'a même pas encore vu les compétences étaient probablement après cette chose exacte. La pierre de corruption est un objet important lié à la quête principale, et il y a de fortes chances que ces deux-là essaient de s'assurer de l'obtenir de celui qui a pris la mission en premier. Il avait pensé qu'il s'était fait arnaquer quand il a eu la chose et que la récompense n'était rien. Il n'avait jamais imaginé que cela faisait réellement partie de la quête principale. Ambry s'excuse alors. Il savait que ce serait trop pour le gamin, mais ils sont également confrontés à une créature complètement inconnue, et il avait besoin de tester la force de notre garçon. Maintenant, il veut savoir, qu'en pense-t-il? Était-il prêt à affronter la corruption? Harkun est peut-être faible, mais il a de la volonté. Pour lui, ce n'est qu'une autre opportunité, et sans hésitation, il se frappe la poitrine et dit qu'il donnera son cœur et son âme. Mais Ambray l'arrête. Pas encore. Cela anéantit les attentes du gamin sur le coup. Le gars continue en disant que maintenant, il devrait se rendre compte de la puissance de ces créatures. Quelqu'un d'aussi faible que lui, coincé au niveau 20, complètement inutile, n'aide toujours à rien. Notre garçon est là, seul, essayant de s'expliquer. Je mets le gars l'interrompt en disant que c'est bon. Si tu dis, oh, grand mage, à un bras, maître de tous les mages, s'il te plaît, laisse-moi être ton disciple, et je t'aiderai. Regardez ce salaud qui essaie de faire supplier et ramper notre garçon. La porte claque, et il termine la mission, obtenant le titre de disciple. Ce qui signifie, ouais, il a dû s'humilier. Que pouvait-il faire? Il s'est même retrouvé coincé avec cette carte, et le salaud est là à se comporter comme Lloyd Frontra. Bien sûr, le salaud a passé une demi-heure à en rajouter, à lui faire répéter. Notre garçon veut juste revenir en arrière et lui casser la figure. La scène passe au marais, et le grand lézard vient de se faire rôtir. Les chevaliers célèbrent tous parce que leur guilde a enfin abattu quelque chose de valable. Puis quelqu'un aux cheveux noirs arrive en courant, disant que le gars est bien plus fort qu'il ne s'y attendait, et, oui, c'est le salaud avec les lunettes. Il les ajuste et dit que ce n'est pas un problème. Ils ont fourni un excellent soutien. Pourtant, il insiste sur le fait que si c'était juste leur guilde, ils seraient tous morts. Il tend une petite bourse, probablement avec des pièces de monnaie, et dit que ce n'est pas grand-chose, mais c'est le mieux qu'ils puissent offrir pour le remercier. Mais le gars répond que ce n'est pas la récompense promise. Ils disent qu'ils peuvent payer avec ça, mais il insiste sur le fait qu'il n'enfreint pas les règles. Le gars de la fille est confus.
Il pensait que ce type s'était présenté juste pour aider, comme quelqu'un intéressé par l'or ou le butin. Il pensait déjà qu'il était bizarre que quelqu'un de si haut placé s'implique, alors qui est même ce gars? Puis il s'éloigne en disant qu'il prend tout ce qu'il y a dans le nid. Ils essaient d'expliquer qu'il n'y a rien, non? Le butin tombe du boss, et ils ont déjà tout ramassé. Pendant ce temps, le gars aux lunettes pense qu'il a eu de la chance. Il n'avait jamais imaginé qu'il aurait la chance de ramasser une pierre de corruption comme ça. Dès qu'il a entendu dire que le monstre était réapparu, il s'est dit que cela devait être à cause de ce gamin masqué qu'il avait rencontré. Mais puisque le lézard était toujours en vie, cela signifiait que l'objet n'avait pas encore été collecté, et le gamin avait dû échouer à la quête. Il se promène dans le nid avec un air suffisant, pensant que tout dans la vie ne peut pas se faire en solo. Maintenant, tout ce qu'il avait à faire était de saisir la pierre, et le gars masqué ne pourrait pas terminer sa quête. Évidemment, il a déjà cherché partout et n'a rien trouvé. Il a maudit les cieux, criant que le fils de pute avait d'une manière ou d'une autre pris l'objet. Et puis nous voyons notre garçon pleinement concentré, disant que le moment est venu. Après d'innombrables jours de lutte et de se dire que s'il tenait un peu plus longtemps, les choses s'amélioreraient. Son heure était enfin arrivée, et tout se termine maintenant. Le moment d'arrêter de supplier pour des nouilles instantanées et de enfin manger de la viande. Il tourne en rond en célébrant, disant qu'il a économisé, vivant de déchets, mais maintenant qu'il a obtenu 100 000, il peut enfin acheter quelque chose de bon. Les 100 000 pièces d'or qu'il a gagnées sont converties en 1 200 000, un homme. Mais au moment où l'argent arrive sur son compte, il commence à être débité instantanément, et il retombe à 856. Il n'a aucune idée de ce qui vient de se passer, mais le système de paiement coréen est impitoyable. Il réalise immédiatement qu'il n'y a aucune chance que ça marche. À ce moment-là, il reçoit un message de Romani, la rédactrice, qui vérifie s'il est toujours en vie et s'il a déjà renoncé à devenir un YouTuber. Le pauvre gars ne se souvenait même plus de cette folle. Le problème, c'est qu'il ne peut pas enregistrer de vidéo pendant que cette bizarre chasse et qu'il est coincé à Farmer toute la semaine. Il est furieux contre cette femme et le type à lunettes qui gâche toute sa vie. C'est pourquoi il n'a pas posté. Mais il décide, au diable ces deux-là. Il n'est qu'un joueur innocent qui apprécie le jeu. Il va gagner de l'argent comme il sait le faire. Ensuite, la scène coupe sur un cimetière. Il se présente là-bas avec son équipe de squelettes. Cadre parfait. Il est entré dans le donjon de la forêt des morts. Le revoilà avec ce masque ringard, disant que peu importe le nombre de fois qu'il traverse cet endroit, c'est toujours effrayant. En ce moment, c'est le meilleur endroit pour gagner de l'expérience, et il sera très utile aussi, surtout avec ce qu'il prévoit de faire. Il invoque les squelettes et leur dit de se préparer. C'est l'heure de la chasse. Mais d'abord, ils ont un nouvel ami maintenant. Puisqu'il fait partie de la stratégie, ce serait bien que tout le monde s'entende avec lui. C'est ce squelette maigre, maladroit, teinté de rouge. On dirait que c'était une compétence que lui a donné ce bâtard, un bris. Le seul problème, c'est que ça draine beaucoup de mana. Malgré tout, il leur dit de se préparer car la chasse est sur le point de commencer. Et à ce moment-là, la cible sort du sol. Un groupe de squelettes de niveau 33 apparaît. Sa propre équipe de squelettes a l'air totalement confuse. Genre, comment est-ce possible, famille? Urquin leur dit de commencer la chasse, mais ces squelettes se pointent du doigt comme pour dire, tu veux dire chasser, notre propre espèce. Il explique qu'une fois le combat commencé, ils se rendront compte que ces morts-vivants ne sont pas comme eux. Bizarre cependant, ces petits squelettes sont tous accroupis et tremblent de peur. Notre garçon se craque les jointures et leur crie dessus. Cette hésitation ne fait qu'entraver leur besoin de passer au niveau supérieur. Puis le premier squelette charge et tranche l'ennemi de part en part. Mais même découpé, le squelette ennemi continue d'attaquer. Son propre squelette a peur, et Archon lui dit, tu dois y arriver. Les attaques normales ne fonctionnent pas sur ces choses. Puis il sort le marteau du mage et réduit la chose en poussière. Il s'effondre, et il dit à son équipe, c'est comme ça qu'on fait. Mais ces gars sont là, la tête dans les mains, sous le choc. Il les gronde. Plus de bêtises. L'objectif d'aujourd'hui est de 100 squelettes en 100 minutes. Et s'ils n'y parviennent pas, ils seront tous laissés pour compte dans cet endroit. Au moment où il dit ça, ils partent tous en pleurant, les larmes aux yeux. Peu de temps après, l'écran commence à afficher des fenêtres d'état, vous avez vaincu un squelette. Votre squelette est monté de niveau. Vous êtes monté de niveau. Et les pauvres gars sont en train de farmer à travers les larmes. Notre garçon sourit. Il pensait qu'il leur faudrait plus de temps pour s'adapter, mais honnêtement, il se débrouille très bien. À ce rythme, la vidéo va être un succès. Il a juste besoin de l'envoyer à Romani. Mais à ce moment-là, un squelette massif apparaît devant lui, un guerrier de niveau 35. Et, bien sûr, une fois de plus, une apparition rare se manifeste qui ne devrait absolument pas être là. Mais au lieu de paniquer, il y voit une occasion en or de gagner de l'expérience. Il charge droit dedans, les yeux brillants d'or. C'est sa chance de gagner de l'argent et de finalement commander de la vraie nourriture. Mais au milieu de sa charge, un énorme coup de hache le frôle de peu. Le sol se brise et il l'évite de justesse. Le pauvre gars a réalisé qu'il avait failli mourir avant même de frapper. Mais en même temps, il a réussi à casser un des bras du monstre. La deuxième attaque arrivait vite, mais maintenant il se sentait calme.
Ouais. Son équipe de squelettes a chargé, et la bête avait l'air d'être coupée en morceaux. Mec, ils étaient tous parfaitement synchronisés. Regarde ça. 4 d'entre eux se sont alignés derrière lui. Il leur a demandé s'ils allaient bien, et tout le monde a fait un salut. Mais notre garçon pensait que c'était fini, il n'a pas remarqué que le boss se faufilait derrière lui. Juste un autre appât. Il se retourne, et ce petit monstre montre déjà qu'il a assez de patience. C'est parce qu'il avait laissé de l'eau derrière lui plus tôt, et maintenant la boule de feu était prête à partir. Le pauvre boss est touché par derrière, et finalement, le guerrier de compétence est vaincu. Regardant la bête brûler dans les flammes, il est sûr que cette vidéo obtiendra au moins 10 000 vues. Tout ce barbecue lui a encore plus donné faim, cependant. N'est-il pas temps de manger quelque chose? Mais, bien sûr, pas de repos, mec. La folie continue. Le boss de la région avait senti la mort d'un de ses serviteurs, et maintenant il traque les intrus. Un cercle massif apparaît, et le boss commence à se matérialiser. Zut. Ce squelette a du style. Ce serait génial s'il rejoignait l'équipe de notre garçon. Mais clairement, il n'est pas d'humeur. Un squelette doré, niveau 40. Évidemment, le boss de la forêt des morts, et aussi le premier boss de type mage auquel les joueurs sont généralement confrontés. Le titre de ce monstre, tueur de débutants. Il se souvient maintenant que la condition pour invoquer ce bâtard était d'anéantir un tas de squelettes. Il ne sait pas s'il peut gagner, mais il est sûr que cette chose est une mine d'or. Se sentant confiant, il dit que tout ce qu'il a à faire est de renforcer ses squelettes et d'appeler tout le monde. Mais quand il regarde derrière lui, ils sont partis. Les squelettes ont été désinvoqués parce qu'il était à court de mana. Il peut pratiquement imaginer les bâtards lui dire au revoir et se moquer de lui. Notre garçon réalise, ouais, c'était stupide. Avec 4 squelettes invoqués et un autre lançant une énorme boule de feu, bien sûr, son mana s'épuiserait. Cela ne lui laisse pas vraiment le choix. Ça fait un moment, mais il est temps de gérer celui-ci avec son propre corps. Il active ce power-up et son aura s'illumine. Le boss squelette se prépare aussi et dit, très bien. C'est parti. Alors qu'il charge, un cercle apparaît sur le dos du monstre et commence à briller. Un tas de lasers s'envole, mais il continue d'avancer. Il est choqué. Un seul coup direct de ça pourrait complètement vider sa barre de santé. Si ce bâtard continue avec ce genre de puissance de feu, il ne pourra pas s'approcher, ce qui signifie qu'il n'y a aucun moyen de gagner comme ça. Donc, la première chose à faire, c'est d'empêcher cette saleté de lancer un autre sort. Il écrase son marteau directement dans la main du monstre, le frappant de plein fouet et annulant le sort. Le cercle lumineux se brise. Il murmure qu'il connaît bien Dan. Ses mains sont liées à chaque attaque spéciale. L'astuce pour tuer ce boss? Briser toutes ses mains. Le squelette semble presque surpris qu'il ait compris. Et puis notre garçon reçoit un message. Le boss de la région fixe Yug. La créature le perce à jour et commence à analyser son pouvoir. Soudain, elle déclenche une autre technique. De l'énergie violette commence à se former derrière son dos. Perkins essaie de comprendre ce qui se passe quand une étoile géante apparaît dans le ciel. Mec, le monstre charge le foutu Kamehameha. Maintenant, notre garçon Bolt panique complètement. Il n'a jamais vu ce schéma d'attaque auparavant. Qu'est-ce qui se passe? Il sprint, essayant de le distancer, mais la chose se rapproche de plus en plus et il est projeté au loin. Il n'a aucune idée de pourquoi ce boss, qu'il a combattu et vaincu à plusieurs reprises, a soudainement un tout nouvel ensemble de mouvements. Le sol est en morceaux et il reste une mare violette brillante. Il se creuse la tête, essayant de se souvenir, pour autant qu'il sache, ce n'est pas le genre de boss qui cache des schémas ou change de comportement en fonction du joueur. Et, bien sûr, comme c'était un boss du début du jeu, ce n'est pas comme s'il en avait un souvenir récent. Pas de squelette, aucune idée des schémas d'attaque. Comment était-il censé tuer ce géant juste devant lui? Un autre être arrive en volant, et il décide que pour l'instant, il va juste faire de son mieux avec ce qu'il a. Il est de retour à esquiver, essayant de réduire l'écart. Mais le problème maintenant est que chaque fois qu'il s'approche d'un laser verrouillé, il est obligé de changer de direction. Sans temps pour contre-attaquer, il commence à se demander où pourrait être l'angle mort de cette fichue chose. Mais il semble qu'il fasse un faux pas et trébuche. Oh non. Il se fait attraper par le squelette. Mince. On dirait qu'il allait le mordre, mais au lieu de ça, il le serre contre sa bouche et ouvre un cercle lumineux au fond de sa gorge. C'est là que Archon dit qu'il a aussi quelques cartes dans sa manche. Il lance ou inflige la malédiction du démon sur le monstre. Cela affaiblit ses statistiques de 13%, et il parvient à se libérer et à se diriger vers son front. Il ne savait pas comment il aurait une chance de porter un coup final, mais le monstre le lui a pratiquement offert. Et si c'est le cas, alors il montrera ses remerciements avec un coup de poing entre les yeux. Le grand squelette commence à se fissurer de partout, et juste comme ça, il l'a fait. Le monstre s'effondre sur le sol. Il l'a vraiment vaincu. Le squelette doré est à terre. Il gagne une tonne d'expérience, plus de 97 000 pièces d'or et le titre de tueur de squelette. Il se tient là, épuisé, disant que c'était trop juste. Il désactive sa compétence, et sur l'écran d'état, il est maintenant niveau 36. Quel sourire de bâtard il arbore en célébrant, mais ensuite il réalise le vrai danger. Son mana est bien trop bas pour quelqu'un qui dépend de créatures invoquées. Jusqu'à présent,
Il a réussi à suivre, à monter de niveau rapidement, à gagner des titres. Mais maintenant qu'il doit garder plusieurs compétences actives en même temps, ça ne suffit plus. Il entraîne ses squelettes, leur donnant de l'équipement et tout. Mais à quoi ça sert s'ils disparaissent au milieu du combat? Le pire, c'est qu'il a déjà tous les titres qui augmentent le mana à ce stade du jeu. Après y avoir réfléchi, il conclut qu'il ne peut rien y faire. Il va juste envoyer la vidéo à Romani et rentrer chez lui pour manger du bœuf, Raymond. Pendant ce temps, chez elle, Romani frappe un ours en peluche, criant s'il a perdu la tête et demandant pourquoi il fait tout ça. Curieusement, elle saute de joie, disant qu'elle n'a jamais vu un joueur battre un boss au-dessus de son niveau sans prendre un seul coup. Et en plus de ça, il l'a fait sans même connaître les schémas du boss. Elle se dit qu'elle n'aura peut-être même pas besoin de monter le film. La vidéo seule est déjà de l'or. Il commence à se demander quel devrait être le titre. L'homme qui commande les morts-vivants, l'armée d'un seul homme, mais soudain elle décide que le titre sera empereur du jeu solo, ce qui est par coïncidence le nom de toute la série. Coupé à l'association des chasseurs et regardez qui est de retour pour parler à ce bâtard. Notre garçon se sent fier maintenant qu'il est plus fort, mais le mage, bien sûr, veut savoir pourquoi il ressemble maintenant à un sans-abri. Pourtant, il a ce qu'il a promis. Il termine la partie 2 des enseignements d'Imbri et reçoit le livre d'ostéologie. Il ne sait même pas ce que c'est. En fait, c'est ostéologie. Il s'avère que cela augmente toutes les statistiques des squelettes invoqués de 5% et réduit le coût de mana de 10%. Quelle coïncidence. Le protagoniste obtient exactement ce dont il a besoin. C'est là que Imbri dit qu'il y a autre chose pour lui aussi. L'anneau du tracker corrompu fabriqué à partir de cette pierre qu'il a apportée. Avec lui, il peut maintenant utiliser des pouvoirs corrompus également. Il lui donne plus 9 à toutes les statistiques, ce qui est déjà fou. Et s'il l'associe au collier assorti, cela donne un autre plus 21 à toutes les statistiques. Qu'est-ce que c'est que ça? Le gamin bave dessus. Cet anneau n'est donné qu'à ceux qui terminent la première quête principale. Il saute déjà pour l'attraper, gourmand comme jamais, mais Ambry le retire et dit, en fait, il ne le lui donne pas. C'est trop précieux. Il se retourne simplement et dit au revoir. Archon est confus. Il vient d'être défié de nulle part. Pourquoi ce type a-t-il fait une chose pareille? Alors Ambry se retourne et lui dit, vas-y, essaie de le prendre. Notre garçon rit et charge, tout excité, disant que le vieil homme est mort s'il met réellement la main dessus. Quelques heures plus tard, il est à l'extérieur de la ville, tenant l'anneau dans sa main, murmurant que le vieil homme est fou. Il jure qu'il tuerait ce fou s'il n'était pas un PNJ. Après avoir finalement réussi à arracher l'anneau, le bâtard lui a remis la quête suivante, disant qu'il avait envoyé quelqu'un nommé Migi dans un certain château, et qu'il n'était pas revenu. Classique. Mais le truc, c'est que le château de Suiyu est une zone de haut niveau. Alors maintenant, notre garçon doit bosser encore plus avant de pouvoir y aller. C'est là qu'un message de Romani apparaît. Ce sont des nouvelles urgentes concernant la vidéo qu'il a téléchargée. Ça vaut peut-être la peine de vérifier. Et, oh, mon Dieu, juste au moment où nous le louions, boum, 2 350 000 vues. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais seulement 1000 likes? Allez, les amis, mettez un like sur la vidéo du gamin. En fait, un like sur la mienne aussi pendant que vous y êtes. Sérieusement, quand une vidéo a plus d'1 million de vues et à peine 1000 likes, c'est juste pas normal. En plus de ça, des gens généreux ont commencé à envoyer des dons. Vous n'êtes pas obligés, bien sûr, mais bravo à ces personnes qui ont bon cœur. Au total, il a gagné, eh bien, un nombre avec beaucoup trop de zéros. Il recule, choqué, essayant de compter 3, 4, 8 zéros. Le gars rêve déjà de viande. Filet mignon, côte, brisket, tout ce qu'il veut. Honnêtement, je respecte ses goûts. Pouvoir manger de la bonne viande tous les jours, ce serait le rêve. Il bave en essayant de comprendre quel genre de trésor vient d'atterrir sur ses genoux. Il savait que la vidéo marcherait bien, mais il ne s'attendait pas à ça. Et le meilleur? Jusqu'à présent, il était totalement concentré sur l'amélioration de son niveau. Mais en voyant à quel point il est soudainement riche, il est temps de se déconnecter, bébé. C'est l'heure du repas. Il s'avère qu'il a reçu un don de la guilde du tonnerre, 1 million. Ouais. Ils essaient clairement de le recruter. Apparemment, il a même envoyé un message privé, mais il n'a pas répondu. C'est la guilde dirigée par nul autre que le célèbre Chessialion. Dans sa vie passée, ils étaient tout aussi insistants. Chaque fois qu'il refusait de les rejoindre et entrait dans un donjon, il se pointait juste après pour le traquer. Vie différente maintenant, mais même fichu personne. Et cette fois, il n'a absolument aucune chance de les rejoindre. Il se souvient même avoir dit quelque chose comme ça dans le passé. Le voilà maintenant, la main sur le visage, murmurant à quel point ces gens sont agaçants. Cette femme était beaucoup trop persistante, même après qu'il l'était conduite plus de fois qu'il ne pouvait en compter. Sans oublier qu'il avait déjà sa propre culpabilité. Elle devait lâcher l'affaire. Et cet ami à lui? Ouais. On sait maintenant que ce n'est pas un vrai ami. Le gars avec le bandeau dit, Urquin a de la chance. La guilde du tonnerre est l'une des meilleures du pays, même dans le top 30. La chef de la guilde est la fille d'un type immensément riche, donc quiconque la rejoint est pratiquement assuré d'un salaire à 6 chiffres. Il est logique qu'il poursuive quelqu'un d'aussi talentueux que Erken.
Chaque fois qu'il publie une vidéo de donjon, les commentaires ne parlent que de lui. Il commence à réaliser à quel point il est hors de leur portée, mais Erken les interrompt, leur dit d'arrêter de parler de ça. Il se fiche d'un chèque de paix à 3 chiffres. Il ne rejoint pas non plus les chasseurs de tonnerre. L'argent viendra une fois qu'ils seront devenus les plus forts, et c'est ce qu'il recherche. Pourquoi courir après l'argent maintenant? Il préfère continuer à profiter du jeu avec les membres de sa guilde. Le gars est juste là, les yeux rouges, disant « Tu as raison ». Mais dans le présent, Erken n'arrive pas à croire qu'il ait réellement dit tout ça à ces enfoirés. Une gifle suffirait à le ramener à la réalité. À l'époque, il disait tout ça à un groupe de commerçants. Mais maintenant, il doit se le dire à lui-même. Ce n'est pas le moment de penser à l'argent. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Il est bien trop tôt pour commencer à se sentir satisfait. Il va définitivement utiliser tout cet argent, mais parce qu'il y a des choses à régler. Les squelettes sont déjà invoqués, et notre garçon le dit clairement. Il ferait mieux de se souvenir qu'il a dû s'occuper du doré tout seul. C'est exactement pourquoi aujourd'hui, chaque membre de l'équipe va apprendre à s'entraîner seul aussi. Dans le passé, sa petite équipe demandait s'il pouvait y aller un peu plus doucement aujourd'hui. Il n'avait pas besoin de forcer autant, et d'ailleurs, il n'était pas aussi doué que lui. Pendant ce temps, leurs invocations de squelettes, toutes réglées, concentrées au laser. Le garçon sourit, disant que, ouais, cette fois, les choses étaient différentes. Ils allaient devenir les plus forts. Leur prochaine destination, le château Xiu. Jusqu'à ce qu'ils y arrivent, l'entraînement ne s'arrêtera pas. L'entraînement lui-même était simple. Ils allaient courir jusque là-bas, et quiconque se laissait distancer allait se faire frapper. Immédiatement, les petits gars se sont enfuis en pleurant à nouveau. Et puis elle apparaît, mon Dieu, comme je la déteste. Tellement sexy. Je ne sais pas pourquoi, mais chaque fois que cette femme maudite apparaît bien dessinée, on a l'impression que l'auteur essaie de nous la faire pardonner. Je ne sais pas, Mana. J'ai juste ce pressentiment. Le gars à la cape bleue veut savoir à quoi pense mademoiselle je sais tout, assise au sommet de cette montagne de cadavres de dragons. C'est un autre membre de la guilde du tonnerre, nommé Hatch. Elle descend la pile et dit que ce n'est rien, puis demande comment vont les choses avec le comte corrompu. Il dit que, malheureusement, il n'y a eu aucun progrès. Ils n'ont toujours aucune idée de comment obtenir la prochaine quête. Frustré, Séolian dit qu'ils ne peuvent pas laisser Hydra obtenir la quête principale avant eux. Ce serait humiliant. Hatch répond qu'ils finiront par trouver de toute façon, puisque les chefs des 30 meilleures guildes sont sur le point de se réunir. Mais elle balaie ça du revers de la main en disant qu'il n'y a aucune raison pour qu'elle traîne avec une bande de losers. Alors qu'elle s'éloigne, Hatch pense en lui-même à quel point elle est toujours froide et avertit le maître de guilde d'être prudent. Après toute cette aventure et cet argent, voici notre garçon qui claque son sac sur le sol et finit enfin par rembourser les petits requins. Nami pouvait enfin dormir sans craindre de se faire assassiner au milieu de la nuit. Son prochain objectif, les livres de compétences. Il en attrape un tas. Avec ses 2 gros problèmes réglés, il est de retour fauché comme les blés. Son compte en banque affiche 0. Il est juste là, tenant 3 livres, disant que, ouais, il était préparé à ça, mais ne pensait quand même pas qu'il reviendrait vraiment à 0. Au moins maintenant, il pourrait commencer à apprendre les compétences et, espérons-le, souffrir moins. La première compétence consistait à fusionner la peau de monstre sur la sienne pour augmenter sa défense. Après avoir subi suffisamment de dégâts, le matériau devrait être remplacé. Il l'essaie immédiatement en utilisant la corne qu'il a prise au boss squelette. Un casque blindé l'enveloppe, et il gagne plus 5 en défense. Il saisit une épée et se tranche le bras, stupéfait de constater que même en se frappant, il n'y a pas une égratignure. Livre suivant, Malédiction de la paresse, une compétence qui ralentit les mouvements ennemis. Le hic, plus la cible est rapide, lourde ou forte, plus elle draine de mana. Il regarde son squelette, qui est un peu confus, et le frappe avec le débuff. En regardant la pauvre chose se déplacer au ralenti, il réalise, oui, celui-ci va être vraiment utile. Il est temps de passer à la dernière compétence, invocation de golem. Évidemment, le plus difficile et le plus cher à obtenir, aussi celui qu'il voulait le plus. Le sol commence à se fissurer, ses squelettes sont effrayés, et il annonce qu'il a enfin invoqué son premier golem. Un golem massif se lève, et maintenant, il se sent enfin comme un nécromancien avec une créature qui peut réellement encaisser des coups. Et le meilleur, il est livré avec une fonction folle, le mode miroir. Lorsqu'il est activé, le golem synchronise ses mouvements avec les siens. S'il combine la force brute du golem avec sa propre vitesse, cela pourrait être incroyablement efficace. Il donne un coup de poing, mais le golem reste juste là. Les squelettes ont l'air confus, et ils commencent à se demander pourquoi cela n'a pas fonctionné. Peut-être qu'il y a un bug. Puis le golem donne le même coup de poing. C'est là qu'il comprend. C'était la vitesse maximale du golem. Il rit, se demandant ce qu'il est censé faire maintenant. Mais au fond de lui, il pleure, pensant qu'il s'est complètement fait arnaquer. Puis la scène coupe sur ce grand rassemblement, la réunion des 30 meilleures guildes. Mais honnêtement, l'endroit n'a pas l'air très animé. Seulement 4 personnes se sont présentées. Le chef de la guilde, un type nommé Nurgle, remercie tout le monde d'être là. Au moins, il est optimiste.
La salle était censée accueillir 30 personnes et il y en a 4, mais il est content quand même. Chubb commente qu'il y a quelques visages familiers, et il y a ce type grassouillet. Ouais, son nom est littéralement Berg. À côté de lui se trouve la seule et unique série. Sarah Sarian, son nom change toutes les 5 minutes. Appelons-la simplement Sarian et n'en parlons plus. Berg souligne que 29 personnes ont été invitées, alors pourquoi l'endroit semble-t-il si vide? Chukchi est positif en disant que, honnêtement, il y a plus de monde qu'il ne s'y attendait. Mais Nergal admet que c'est bizarre. Habituellement, beaucoup plus de monde y assiste, ce qui, pour être honnête, est logique étant donné que ces 30 meilleures guildes sont toujours en compétition les unes avec les autres. C'est alors que Nergal décide d'en venir au fait. La guilde Hydra a découvert l'identité du comte corrompu, et il semble qu'il joue le raid final dans un mois. Chef dit immédiatement que c'est impossible. Il n'y croit pas. Aucune des autres guildes ne s'en est même approchée. Il est sûr qu'Hydra a fait un coup tordu. À ce moment-là, Berg claque la table, sachant que le jeu est terminé. Si ces types réussissent, ils n'obtiendront pas seulement cette quête. Ils verrouilleront également toutes les futures quêtes de l'histoire principale. Ils parlent de parrainage et de domination quand CLN leur dit soudainement de se taire. Elle dit que s'ils ont trop peur de concourir, alors ils devraient juste se taire, disparaître et arrêter de faire perdre du temps à tout le monde. Bird, cependant, n'a pas peur. Il demande même si elle veut se battre. Chevet intervient, lui disant de se calmer. Ils se battent assez comme ça, alors juste pour aujourd'hui, peut-être essayer de maintenir la paix. Nergal est d'accord et dit qu'il a convoqué cette réunion pour proposer une alliance anti-Hydra. L'idée? Les 4 guildes présentes accepteraient de ne pas se battre les unes contre les autres tant que toute l'affaire du comte corrompu ne serait pas terminée. En plus de cela, ils partageraient toutes les informations qu'ils ont obtenues pour se donner une meilleure chance. Ils demandent ce qu'ils en pensent. Chev n'a pas l'air ravi, mais dit que c'est probablement la seule façon. Berg est d'accord. C'est la seule chance qu'il y ait pour arrêter Hydra. La réunion se termine, mais personne n'a même demandé l'avis de Céline. Coupe à sa maison, et, ouais, c'est sa maison. Sérieusement, nous suivons l'histoire de cette fille de trop près. Ça commence à sentir louche. L'auteur prévoit définitivement d'en faire un personnage secondaire. Elle est assise là, furieuse. Elle dit que c'est humiliant, de ne pas être capable de vaincre le premier boss majeur en solo. Devoir faire équipe avec d'autres guildes est le pire, mais clairement, elle n'a pas le choix. S'il laisse ces types abattre le comte en premier, ils sont foutus. Ce n'est pas le moment de rester assis. Il est temps de bouger. Elle passe un appel et ordonne à tous les membres de la guilde de surveiller de près Hydra. Tout mouvement suspect, il le signale immédiatement. Le comte corrompu doit leur appartenir quoi qu'il en coûte. Maintenant, nous sommes de retour à l'association dans le château. Notre garçon se tient là avec un regard confus sur son visage, demandant ce que ce type veut dire exactement. Le type, les bras croisés, lui dit d'aller à la forêt de Boharu. C'est là que ce type Midge a disparu. Il veut que Erkin aille là-bas et enquête, découvre ce qui s'est passé. Le problème? La forêt de Boru grouille de monstres de niveau 70. Même Erkin est ébranlé. Il dit carrément qu'il n'y a aucun moyen qu'il survive. Si même un seul monstre l'attaque, il est mort sur le coup. Mais le type répond que, ouais, bien sûr, c'est vrai pour la plupart des gens. Mais il n'est pas n'importe qui. Il est le disciple d'un bris. Et s'il refuse, il perd son statut de traqueur de corruption, ce qui signifie qu'il perd probablement la bague et ce collier aussi. De retour dans la ville, notre garçon est assis devant la fontaine, complètement vaincu. Il se demande comment diable il va s'en sortir. Il ouvre la fenêtre de quête et trouve l'homme Midge en la lisant, ça sent déjà les ennuis. Il est censé enquêter sur les pierres corrompues et reprendre la quête que ce type Midge faisait. La récompense, 500 pièces d'or et quelques extras. Mais le vrai problème est la pénalité. S'il échoue, il perd son titre. Il sait que chaque quête principale est la dernière chose qu'il peut se permettre de rater, mais celle-ci est beaucoup trop difficile. Il commence à réaliser que toutes ces affaires d'accepter des missions de plus en plus difficiles commencent enfin à lui retomber dessus. En réalité, aucun joueur normal ne devrait pouvoir réussir tout ce qu'il fait. Il s'en sort de justesse, se débrouille à peine, s'appuyant sur les connaissances de sa vie passée. Mais maintenant, la courbe de difficulté a complètement changé. Cette quête est conçue pour les niveaux 60 et plus. Il est impossible qu'il la fasse en solo. Alors, comment est-il censé gérer l'histoire de la forêt de Bohr? Juste à ce moment-là, il entend un gars discuter avec une NPC à tête de chat. Avez-vous vu que la guilde Hydra est sur le point de terminer la quête principale? Elle dit qu'elle ne le pense pas. Même les 30 meilleures guildes luttent. Mais le gars demande, qu'arrive-t-il aux quêtes principales des autres si Hydra termine la sienne? Cela suscite étrangement une idée chez Erkin. Il réalise qu'il n'aura peut-être pas à traverser la forêt du tout. Nous passons ensuite à un gars avec des jumelles observant le chasseur du comte. Il dit qu'une fois de plus, rien n'a été trouvé. Le gars aux cheveux orange, son nom est Nadel, regarde aussi, tandis que son partenaire murmure qu'il est curieux de savoir quelle est la récompense pour avoir tué le comte. Nadel lui dit de ne pas se laisser emporter à imaginer des choses parce que ce n'est pas encore fini. Leur mission est de surveiller secrètement cet endroit. Ils ne peuvent pas baisser leur garde ou laisser filtrer des informations. C'est alors que quelqu'un sort de la forêt en appelant leur nom.
Il est de la guilde du Taureau Rouge, du nom de Kim. Nadel veut savoir ce que sa guilde fait là. Kim dit qu'il y a un monstre fort sur la montagne, et il était juste en train d'aller le tuer. Parce que, vous savez, nous ne sommes pas impliqués dans tout ça, dit-il avec un sourire narquois. Maïdal insiste sur le fait qu'ils sont impliqués, essayant d'agir comme s'ils ne surveillaient pas clairement le château. Kim voit clairement le bluff et demande pourquoi il squatte au milieu de nulle part. Tu vas faire caca ou quoi? Il plaisante en disant avec désinvolture qu'il le laissera en paix pour terminer ses affaires. Mais on pouvait voir sur le visage de Kim qu'il savait que quelque chose se tramait. Il vérifie sa montre et rapporte que le membre de la guilde sait, 8, est là aussi. Donc, l'information semble légitime. Pendant ce temps, Chev, menant sa petite vie paisible, dit que ce ne peut pas être vrai. Mais les informations qu'ils ont reçues de l'informateur anonyme se vérifient. La fille avec lui, vive comme jamais, dit qu'elle pensait que c'était juste une blague. Mais maintenant, elle se demande pourquoi quelqu'un donnerait des informations comme ça gratuitement et anonymement. Chev pense que peut-être certaines guildes ont des membres qui détestent leurs propres équipes. Il pourrait y avoir quelqu'un à l'intérieur d'Hydra qui divulgue des informations par dépit. Kim demande s'il devrait commencer une escarmouche pour gagner du temps. Chuck lui dit non. Pour l'instant, il vaut mieux reculer. Si c'est vraiment le château du comte corrompu, l'équipe d'Hydra va bientôt inonder cet endroit. Mieux vaut ne pas risquer de perdre quelqu'un d'aussi fort que lui. Kim rougit un peu en agitant la main, genre, allez, pas besoin de me surestimer comme ça. Mais juste au moment où il dit ça, bam, quelqu'un arrive en courant vers lui avec une épée et tout le sol explose. Chevet entend l'impact de loin. Kim se tient là avec ses mains en l'air en disant, eh bien, je suppose que nous n'étions pas les seuls à avoir eu l'info. Et voici qu'elle arrive, la princesse du tonnerre Chihuahua elle-même. La menace blonde d'aujourd'hui s'appelle lui, et elle exige que Kim révèle tout ce qu'il a découvert. Pendant ce temps, du côté de Erkin, nous voyons un ours massif chargé vers l'un de ses gardes. Les gardes bloquent les attaques, tenant bon, mais l'ours enroule un coup de poing, part pour un coup, et c'est beaucoup trop lent. Pendant que nos garçons squelettes sont tous assis à regarder, portant en quelque sorte des lunettes 3D pour on ne sait quelle raison, notre personnage principal cherche quelque chose mais ne trouve rien. Il commence à se demander pourquoi c'est si calme. Il a sûrement envoyé ses emails, alors pourquoi personne n'a répondu? C'était sa seule façon d'éviter d'avoir affaire à la forêt de Balboru. En gros, il essaie de forcer la fin de la quête principale. C'est parce que dans Warlord, la quête principale est divisée en plusieurs chapitres. En ce moment, ils sont au chapitre 1, le comte corrompu. Et dès que le comte est vaincu, le chapitre se termine, et toutes les quêtes secondaires associées sont obligatoirement terminées. Donc, oui, il veut toujours faire partie de la quête principale, mais sans échouer et sans entrer dans cette forêt pour se faire assassiner ou ne pas trouver une personne disparue. En d'autres termes, pour lui, le meilleur résultat est que quelqu'un, n'importe qui, termine cette quête maintenant. C'est pourquoi tu as divulgué l'information à tout le monde. Juste à ce moment-là, une notification apparaît. La guilde Hydra a commencé une diffusion en direct. Le grand golem est allongé sur le sol, les bras brisés, et l'ours enroule un autre coup. Mais Erken se précipite, le frappe à la tête, lui disant de se calmer. Il veut regarder la diffusion, bon sang. Tout le monde se rassemble autour. Quelqu'un à l'écran accueille les spectateurs et se présente comme un membre d'Hydra. Il annonce qu'ils révéleront aujourd'hui l'identité du comte corrompu et annonceront également la date du grand raid. Tout ce que Arkon veut, c'est que le raid ait lieu dans le mois qui vient. C'est le délai pour sa quête. Le gars dit la date, et tout le monde sur la diffusion est choqué, mais c'est censuré, donc nous ne pouvons pas le voir. Bon sang. Mais le panneau suivant dit que ce sera dans 3 jours. Arkon se détend. C'est beaucoup plus tôt qu'il ne s'y attendait. Les squelettes, ils le regardent tous avec colère. Ils savent qu'il a forcé la situation. Maintenant que tout le monde a l'info, c'est devenu une course pour voir qui termine la quête en premier. Retour au combat contre l'ours. Au moins maintenant, il n'a pas à se soucier de qui la termine, même si c'est Hydra. Peu importe. De plus, il sait qu'il y a d'autres guildes qui finiront par éclipser Hydra. Il y a beaucoup de joueurs talentueux dans le monde. Le meilleur, c'est de ne plus avoir à gérer cette forêt maudite. Mais ensuite, on passe à une autre scène. Un gars est jeté au sol. Chaque membre de la guilde Hydra est éliminé. Quête échouée. La réaction de Erken, il jette son coussin en mousse au sol. Il est furieux. Comment diable ces idiots ont-ils chargé dans le château sans plan et se sont fait tuer en 1 heure? Il frappe le sol en demandant quelles sont les autres options maintenant. C'est alors que la guilde du Taureau Rouge commence sa propre diffusion en direct. Notre garçon connaît celle-ci. C'est la guilde du tristement célèbre tueur, Chev. Il se tient devant, disant que si le château se réinitialise, alors Hydra a clairement échoué. Il dit aux troupes de bien regarder. Cet ennemi était assez fort pour les écraser. Non seulement ça, mais Red Bull n'a plus beaucoup de ressources, donc leurs chances de gagner sont faibles. Malgré tout, ils acceptent le défi. Tout le monde encourage, scande, Red Bull, tandis qu'Arkin est juste assis là à se demander, quel est le plan cette fois? Ne lui dites pas qu'ils y vont encore une fois sans préparation. Et c'est à ce moment que Chevet annonce un invité spécial qui se joindra à la fête de la guilde. Oui, elle, la reine du tonnerre, Chasselian.
L'expression d'Arkin change instantanément. Pourquoi diable est-elle sur son écran? Retour en arrière juste avant le livestream. Elle riait, surprise qu'elle ait demandé une réunion, et la voilà qui le fixe. Il lui demande si elle est là pour déclarer la guerre. Elle dit non. Il plaisante en disant que c'est difficile à croire. Il a entendu dire que certains de ses gars ont été réduits en bouillie. Elle glousse et dit que c'était juste sa façon de dire bonjour, mais qu'il était temps de parler affaires. Elle a entendu dire qu'il avait des infos sur le compte corrompu. Il fait l'idiot, prétendant qu'il n'en a jamais entendu parler, mais Célian met fin à ça rapidement, lui dit d'arrêter les jeux. Elle a déjà confirmé que plusieurs personnes des 30 meilleures guildes ont reçu les informations divulguées, et le fait qu'il enquête là-dessus, même si sa guilde n'est pas exactement connue pour suivre les quêtes, prouve à peu près qu'il sait quelque chose. Chev, visiblement un peu mal à l'aise, admet qu'il ne sert à rien de le cacher. Oui, il sait. Mais le problème est qu'il n'a aucune piste solide. Cillian se penche, sourit sournoisement et tape son épée sur la table, lui demandant ce qu'il en pense. Croit-il que Hydra va réussir? Il dit qu'il n'y a aucun moyen de le savoir, mais elle est convaincue qu'ils vont échouer. Elle est sûre qu'Hydra a avancé la date du raid juste pour essayer d'être les premiers. Mais le compte corrompu, c'est le premier boss d'une zone principale. Ce ne sera pas si facile. Chev répond, on parle d'Hydra là, quand même. Alors, qu'est-ce que tu insinues exactement? Il lui a demandé d'être direct avec lui. Ciel glousse juste, puis claque son épée sur la table et lui demande ce qu'il pense d'une collaboration pour le donjon. Elle dit qu'elle s'assurera qu'il obtienne le premier kill. Cette femme, froide, audacieuse, mortelle et bien faite. Chev est stupéfait. Il pensait qu'elle bluffait tout le temps. Retour au présent. La voilà en direct. Et comme le disaient les rumeurs, elle est en train de démolir les monstres, sans transpirer. Mais maintenant, ils sont face à face avec le comte. Le boss les regarde de haut et dit, vous n'êtes pas mauvais, mais votre volonté de combattre s'arrête ici. Une légion de créatures charge et la guilde commence à lutter. Chev réalise rapidement que l'équipe atteint sa limite. Ciléon marmonne qu'elle a déjà éliminé un tas d'ennemis, mais les nombres ne cessent d'augmenter. C'est alors que Chev s'effondre devant elle, disant à la reine du tonnerre qu'il va tracer un chemin jusqu'au comte. Il claque son épée dans le sol et dégage le chemin. Elle charge droit sur le boss. Le monstre rugit, demandant comment elle ose le défier et lance un barrage de tentacules. Elle esquive, sautant dans les airs, prête à frapper. C'est la fin jusqu'à ce que quelque chose la transperce. Pendant une seconde, on a cru qu'elle l'avait fait. Chev crie son nom, mais ce démon, elle se relève vraiment. Elle nous a tous piégés. Appât total. Elle se rétablit et coupe le foutu boss en deux. Chev regarde les yeux grands ouverts et finit par l'admettre. Elle est encore plus terrifiante qu'il ne l'imaginait. La voilà, debout, cool comme l'enfer, le pied sur le boss déchu comme une reine. Pendant ce temps, Erkin, pas content. Mais malgré tout, ça n'a pas d'importance. C'était son objectif. Le comte corrompu est mort, et il se fiche de qui l'a fait. Qu'elle profite de son petit moment de gloire, car le retour de bâton arrive. À la fin, c'est lui qui va la faire tomber. De retour dans les montagnes Buka, notre garçon se tient avec détermination en disant que son nom est Jiain. Connu sous le nom de Hirken, un joueur seigneur de guerre, un homme reborn. Son rêve est de devenir le plus fort et de se venger de tous les salauds qui ont ruiné sa vie. Avec autant de titres à son actif, la seule question est, pourquoi chaque mission qu'il entreprend se termine-t-elle en étant poursuivi par des monstres et en courant pour sa vie? Quelques heures plus tôt, on le voit atteindre une zone verrouillée, une zone qui ne s'ouvre que lorsqu'une certaine condition est remplie. Mais notre garçon sournois sait que c'est là que commence la prochaine quête principale, et devinez quoi? Il est déjà à l'intérieur. Il obtient immédiatement le titre de premier à poser le pied sur la montagne, gagnant +2 à toutes les stats. Il s'avère que l'endroit ne se déverrouille qu'une fois le comte tué, et il était prêt à l'attendre. Il entre, invoque ses squelettes et annonce que c'est enfin son heure de briller, ou pas tout à fait. Il tombe directement sur un SM de sanglier de niveau 60. Il est niveau 41. Forêt bondée. Mauvaise combinaison. Coupé au présent. Il court pour sa vie. Il a oublié qu'après avoir traversé la barrière, la zone n'avait jamais été farmée, ce qui signifie qu'elle regorge de monstres intacts. Sans autre choix et réalisant qu'il va juste finir par tourner en rond, il donne un coup de pouce à tous ses squelettes et les envoie charger. Les sangliers, mec, ils mordent, donnent des coups de tête. Ces squelettes se font démolir. Un coup, et ils sont finis. Erkin est choqué que ces saletés les aient one-shot comme ça. Mais honnêtement, il est d'accord avec ça, parce que c'était juste un appât. La malédiction de la paresse s'est activée, et maintenant les monstres sont pratiquement figés sur place. Il sort son épée et annonce qu'ils vont payer le prix pour avoir tué ces squelettes. Mais ensuite, il marche sur une peau de banane. Visage au sol. Quelque chose tombe sur sa tête. Il s'avère que c'était un autre monstre, un putain de singe blindé qui adore embêter les humains. Il maudit le salaud, mais il est déjà trop tard. La malédiction s'est dissipée, les sangliers sont de nouveau libres. Il pensait qu'il était foutu, mais à ce moment précis, un carreau traverse le sanglier, le déchirant en deux. Il n'a aucune idée d'où viennent les attaques, mais quelqu'un est dans la zone avec une putain d'arbalète, déclenchant un barrage qui dégage toute la zone. Il est abasourdi,
se demandant qui pourrait avoir ce genre de pouvoir pour éliminer des monstres comme ça. Et quand il se retourne, il se demande, est-ce que c'est lui? Impossible. Les fiches de profil montrent une elfe archère. Mais debout, il y a un oncle moustachu adulte. Retour à Suka seul. Un gars dit à son ami de regarder attentivement. Ce type ne porte-t-il pas l'ensemble mamba blanc? L'autre confirme, oui. Seuls les joueurs de haut rang ont généralement cet équipement. Le gars des classes demande à Michael si elle a découvert l'identité de la personne derrière la fuite d'informations. Cette femme obscure, que l'artiste refuse de dessiner clairement, dit, malheureusement, non. Aucune des guildes n'en a encore la moindre idée. Ils essaient de découvrir qui a divulgué les détails du donjon, mais tout était anonyme. Le gars à lunettes change de sujet et demande s'il y a du nouveau à propos de ce joueur masqué. Michael dit qu'il semble juste publier des vidéos de chasse ordinaires. Il est impossible de croire qu'un débutant qui vient de commencer la quête principale puisse être derrière tout ça. Elle demande avec qui il travaille maintenant, et il répond qu'il va aider la guilde des balayeurs. Shizé dit que ça a l'air qu'il va être occupé pendant longtemps encore, alors qu'il jure qu'il découvrira et abattra quiconque perturbe l'équilibre de ce monde. Pendant ce temps, au fond de la forêt, notre gars sourit comme un idiot, se vantant d'être un disciple d'un bris. Il est chanceux, heureux et se sent bien. Il a trouvé la personne qu'il cherchait et a été sauvé en même temps. Mais non. En fait, ce n'est pas Meiji. C'est Mawang. Peut-être que c'est lui que Hirken est censé trouver, ou peut-être pas. Ça devient un peu confus. Quoi qu'il en soit, c'est le PNJ clé pour le deuxième chapitre de quête. Bien qu'il soit assez compétent pour avoir entraîné le prince, Mawang a été retiré de la ville lors d'un événement. Depuis, il est devenu le capitaine gardant le mont Bulkus, et c'est le PNJ dont Hirken a besoin pour le prochain arc. Mawang lui dit de retourner. Ce n'est pas sur ici. Il ne sait pas pourquoi Hirken est venu, mais cet endroit est infesté de monstres. Hirken sourit et annonce que le comte corrompu a été vaincu. Malgré cela, des monstres corrompus errent toujours. Il a suivi une trace d'énergie corrompue et a fini ici. Il a demandé si Mawang sait quelque chose. Bien sûr, il dit tout ça juste pour déclencher la prochaine quête principale. Mawang dit qu'il a quelqu'un en tête, mais pas de preuves. Hirken sait instantanément où ça mène et demande s'il veut de l'aide pour rassembler des preuves. Boum. Il obtient 2 titres. Premier contact avec le chasseur de l'initiateur de Bulka, et celui-là donne plus 14 à toutes les stats. Il voit les récompenses, et on peut dire qu'il veut cette quête maintenant. Il dit à Mawang de lui donner déjà. Il est prêt à aider. Mawang accepte et lui dit d'enquêter sur la zone. La quête, tuer 50 monstres sur la montagne. Récompense, 500 pièces d'or et la confiance de Mawang. On pourrait penser qu'il serait terrifié. N'est-ce pas? Mais non. Il est en fait excité. C'est la mission parfaite. Il a besoin de monter de niveau et d'entraîner ses invocations. Pour l'instant, ils laisseront les sangliers et les ours tranquilles et commenceront par les faibles. Juste à ce moment-là, il entend quelque chose, un énorme singe blindé le fixe du regard. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.